Bonjour à tous, bienvenue dans ce troisième épisode du Ticket d'Or, le premier que l'on tourne en 2023. Comme d'habitude, on va vous parler de 4 films qui seront sortis du coup pendant ce mois de janvier. On va aussi vous parler de nos attentes concernant les films qui sortiront prochainement en 2023. Comme la dernière fois, je suis accompagné de mes deux acolytes. Salut Florent, salut Louis. Salut. Je propose qu'on commence tout de suite. C'est parti. Allez, on enchaîne directement. Donc le premier film de cette liste, c'est aussi le film, le plus gros film de ce mois de janvier. Je vais vous parler du dernier film de Damien Chazelle, Babylone. You know, when I first moved to LA, I got your face tattooed, Linda. you know what signs on all the doors read? No actors or dogs allowed. I changed that. Morning. Good job for you. I'll do anything. That's the jackass they sent to screw us. Le dernier film de Damien Chazelle, à qui on doit La La Land, First Man, Whiplash notamment. Le film quand même est vendu comme ça, mais c'est quand même un film très grandiose. Même si c'est un gros budget, bon, c'est pas non plus, il dépasse pas les 100 millions de budget, mais ça reste quand même une grosse production. On retrouve notamment à l'affiche Margot Robbie et Brad Pitt, avec une petite apparition de Tobey Maguire aussi à la fin. Très belle apparition. Mémorable. Le film actuellement fait quand même un assez gros flop à l'international, même s'il a un bon succès en France. C'est pas du tout le cas de ce qu'on attendait à l'international. Il rentre largement dans son budget par contre. Il a explosé x2 je crois. Ouais, mais disons que Mais oui, voilà, au par niveau rapport au des succès critiques. et par rapport aux critiques, on aurait pu s'attendre à mieux. Je vous laisse déjà vous exprimer justement à ce sujet. Toi, Ouais. Louis, qu'est-ce que tu as pensé du film ? Bah franchement moi j'ai bien aimé. Bon après il est quand même très très long. Bah, déjà si on parle du premier défaut du film, c'est peut-être la durée. Ça dure 3 heures. Bon, j'ai rien contre les films de 3 heures, mais là, c'est vrai que je pense qu'il y a peut-être une petite trentaine de minutes en trop. Mais après, franchement, je trouve que ça fait un moment que j'avais pas vu une aussi belle intro dans un film. Enfin, belle, tout est relatif, hein, bien sûr, mais franchement, c'est une super intro. Je trouve que l'intro, c'est une leçon de montage, de photographie, de beaucoup de choses, et de jeu, et de mise en scène, enfin voilà. Et même là, parce que, bon, c'est pas un spoiler de dire ça, mais il y a l'intro, ils mettent le carton du titre, et après, il y a encore une sorte d'introduction dans ce qu'on va rentrer, et ça, c'est incroyable. De revenir sur les tournages de l'époque, enfin, moi, j'étais là, je fais... Ouais, c'est pour ça qu'on va faire du cinéma, en fait. Donc ouais, franchement, c'est un bon film, on revient dans le Hollywood de l'époque, dans tout ce qui était bien, tout ce qui était pas bien. Et non, franchement, moi j'ai adoré tout du long, même s'il y a des gros moments de lenteur, un peu, où tu te dis, bon ok, ils reviennent là, ils vont refaire peut-être un peu la même chose ou pas, mais puis ça joue bien, hein. Franchement, Brad Pitt, Margot Robbie, enfin, et Tobey Maguire qui joue extrêmement bien aussi, même s'il apparaît pas très longtemps. Non, pour moi je trouve que c'est un très bon film. Il a ses défauts mais minimes. Moi le plus gros que je pourrais lui donner c'est peut-être la durée, mais franchement pour tous ceux qui aiment le cinéma, cette époque-là, enfin franchement le début avec la scène de la reconstitution du film d'époque. Tout, ouais. Oh là là, mais avec le réalisateur qui gueule sur tout le monde, les figurants qui vont partout. Enfin, ça, ouais, j'étais. Ah ouais, c'est trop bien. Donc, franchement, non. C'était une bonne séance de cinéma que j'ai vécue. Ouais, de toute façon, c'est Babylone. Là, on a vu les nominations aux Oscars. On voit que c'est le film snobé par les Oscars, qui a très peu de nominations. Et en vrai, j'ai beau avoir beaucoup aimé le film, je comprends pourquoi. C'est-à-dire que Babylone, je l'ai aimé plus pour des parties séparées. C'est-à-dire que j'ai adoré son introduction, j'ai adoré, comme tu dis, toute la séquence sur ces films muets en extérieur, j'ai adoré le passage au parlant, sauf que j'ai du mal à concevoir le film dans son ensemble. C'est-à-dire que pour moi, c'est plein de chapitres que j'ai adoré, mais est-ce que je peux dire que j'ai adoré le film ? Je sais pas, tu vois, j'ai adoré ce qu'il y a dedans. Et en fait, je suis perplexe dans ce qu'il veut dire donc dans son ensemble, parce que pour moi, il dit rien de nouveau en fait. Il fait une belle synthèse sur le cinéma, mais il dit ce qu'a déjà dit, ne serait-ce que Singing in the Rain. Voilà, c'est... On peut pas parler de Babylone sans parler du film, et Babylone le sait, c'est ça qui m'énerve en fait. C'est que Babylone, plutôt que
je veux pas dire plagiat parce que c'est pas le mot, mais il pompe quand même beaucoup d'idées à Singing in the Rain. Il se dit, dans ce cas-là, je vais le citer dans mon film quasiment. Il anticipe les critiques qu'on mais pourrait lui ça, faire. En fait. C'est ça. En fait, il se protège. Voilà, le film se protège en citant ses modèles, mais le film serait le même Babylone sans citer Singing in the Rain. La première critique qu'on lui fera, en effet, ça serait, mais en fait, on a déjà vu tout ça. Mais il le fait bien. C'est ça le problème, c'est qu'on peut pas non plus trop lui en vouloir parce que tout ce qu'il fait, il le fait bien. Et en même temps, c'est Damien Chazelle sur La La Land, c'est pareil, c'est un film que j'adore, mais La La Land, pareil, c'est des choses qu'on a déjà vues. Et le film est bon, mais je peux pas passer non plus à côté du fait que je l'ai déjà vu sans l'avoir vu. C'est-à-dire que quand je vois Once Upon a Time in Hollywood, je vois aussi un peu Babylone. Après, tu vois, je suis pas forcément d'accord avec toi. Après, tu vois, il traite de l'époque du passage du muet au parlant. Forcément, enfin t'es obligé de traiter la fameuse séquence où ils essayent le plateau de tournage avec le son, c'est à peu près la même que dans j'ai pas le titre, Singing in the Rain, voilà, merci. Mais parce que si tu fais un film sur cette époque, tu vas forcément parler de tout ça, et forcément la première truc qu'on va te dire, parce que ça a marqué tout le monde, le film il ressemble à Singing in the Rain, donc tu vois, moi je trouve, je suis d'accord, en fait le thème, je te rejoins là-dessus, le thème il est quand même, voilà, on sait déjà un peu à quoi on s'attend. Après, il le fait bien, quoi. Ouais, c'est ça il le fait bien. Mais dans un même genre, il y avait César, des frères Cohen, qui le faisait bien aussi. Oui, complètement. Et toi, pareil, pour revenir sur Once Upon a Time in Hollywood, il prend Brad Pitt dans son film, Damien Chazelle, donc mine de rien, tu vois, sauf que quand Brad Pitt il le fait pour Tarantino, c'est un Oscar, et quand il le fait pour Chazelle, c'est même pas une nomination. Mais après, moi je trouve que comme je vous rejoins sur cette idée que voilà, c'est du déjà vu, mais pour moi c'est un peu comme quand on va voir un grand spectacle ou même qu'on revoit un film qu'on adore, on y va et pour l'histoire et pour ce que le film raconte, mais je trouve qu'on y va aussi et surtout pour ce qu'on voit et ce que le film nous fait ressentir, parce que comme tu disais, même si c'est déjà vu, c'est quand même très bien fait. Il y a beaucoup de séquences dont le rythme et voilà, ça t'entraîne quoi, et ça te plonge dans cette histoire, et la photographie aide beaucoup aussi à faire toute cette immersion. Moi je trouve voilà, ça pourrait s'apparenter à du grand spectacle. On y va pour être impressionné, et c'est peut-être aussi ce qui fait qu'il a plu en France particulièrement. J'ai cette sensation que voilà, le public redécouvre un genre de cinéma de grand spectacle, comme ça fait longtemps mine de rien qu'on n'en avait pas vu. J'exclus par exemple Avatar, tous ces trucs là qui sont tournés en numérique. Là pour le coup on retrouve une vraie idée du cinéma, même s'il y en a voilà, des effets spéciaux pratiques aussi, même s'il y en a peu, voilà, il y a quand même beaucoup de choses qui font très vrai. On retrouve voilà, cet aspect un peu texturé et tout ça, et je trouve que c'est quelque chose qui manquait peut-être. C'est vrai ce que tu dis, parce qu'il n'y a pas tant de numérique que ça dans le film. En fait, ils se sont quand même donné les moyens à faire beaucoup de trucage. Je sais pas si l'éléphant qu'il y a dans la séquence. C'est l'éléphant, je sais pas. Ce qui sort de l'éléphant, c'est de l'effet pratique. Mais l'effet pratique, ouais. Certainement. Ouais. Mais voilà, en tout cas, quand c'est fait, c'est bien fait. Ouais. Ça fait pas du tout tâche par rapport à certains films où on voit vraiment la différence entre effet numérique et effet pratique. Voilà, c'est vraiment bien fait, et c'est à saluer dans le film. Ouais, puis j'aimerais bien appuyer sur, comme tu disais, Tobey Maguire, parce que c'est vrai que c'est un acteur que j'aime beaucoup. Trilogie Spider-Man, c'est notre génération à nous, on peut pas, c'est de là qu'on le connaît, c'est de là qu'on l'apprécie. Son retour dans le dernier Spider-Man, c'est pas là où je voulais le voir, et moi je voulais le revoir dans un grand film, comme un peu Gatsby, dans son rôle dans Gatsby, qu'on peut d'ailleurs rapprocher de Babylone encore une fois. Son rôle dans Gatsby était bon, et là il est excellent. Là il a un truc, j'ai même l'impression, ça m'a fait rire, parce que cette séquence-là, donc avec Tobey Maguire et tout ce qui s'ensuit dans les souterrains et tout, j'avais pas l'impression de voir Chazelle derrière la caméra. J'avais l'impression de basculer dans un film d'horreur, un truc que je me dis, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe quoi? Qui est derrière cette caméra? Mais ça fait plaisir, parce que même si voilà, le film j'ai beaucoup aimé, là je lui trouve des défauts, mais j'ai beaucoup aimé. Mais cette séquence-là particulièrement me fait espérer beaucoup de choses de Chazelle pour la suite, et de vers quel genre il va pouvoir aller se redécouvrir entre guillemets, et nous faire redécouvrir son cinéma quoi. Pour rajouter une dernière chose sur le film, j'aime aussi beaucoup, même si quelquefois ça rate un peu, et c'est aussi pour ça qu'on lui trouve aussi quelques longueurs. Voilà, mais après quand on fait un film de 3 heures, c'est quand même difficile aussi de pas avoir de longueur. C'est sûr. Mais
je trouve quand même que les changements de rythme sont quand même assez bien gérés dans le film. J'avais un peu peur en voyant les 20 premières minutes du film que ce soit quelque chose qui nous pète à la gueule pendant 3 heures. Ouais. Et pour le coup, même s'il n'y aurait pas forcément eu de longueur, ça aurait été insupportable, je pense, quand même, à la longue. Et le film se pose vachement plus vers le milieu et même, alors pas la toute fin, mais vers le dernier quart en excluant vraiment la fin du film. Et je trouve que ça fait aussi du bien quand on voit toutes les histoires qu'on suit se résoudre. Et aussi toute cette partie qui tend beaucoup plus vers l'horrifique. Que même si on peut anticiper, enfin en tout cas au début du film on la voit pas du tout, on peut pas du tout l'anticiper pour le coup. Je trouve que le film est quand même beau, enfin plein de surprises et ça fait du bien aussi de voir un film qui tend dans beaucoup de registres. Le film est aussi très très drôle. J'avais rarement vu Damien Chazelle aussi drôle. On n'était pas nombreux dans la salle au moment où je l'ai vu et j'entendais quand même la salle rire. Donc ça fonctionne en plus cet effet comique. Donc non, le film est quand même... Comme tu dis, le rythme, c'est une leçon de montage un peu quand même, le film. De faire 2 aussi grosses séquences au début, aussi rythmées, et arriver à passer sur un rythme lent. Et puis, franchement, les changements de plan, j'étais là au début, je fais... Ah ouais, c'est fort. Il prend cet axe... tu t'arrives pas à suivre tellement c'est rythme, mais t'es là, c'est... c'est le bordel, mais c'est réfléchi et c'est bien, quoi. Donc, Est-ce qu'il est nommé pour l'Oscar du meilleur montage ? Je crois pas. Non, mais il a eu qu'une nomination aux Oscars, je crois. Je suis même pas sûr, en fait. Si, il y en a eu, mais pas beaucoup. Ouais. Golden Globe, c'est la musique. Ouais, d'ailleurs, ce qui manque aux Oscars pour moi, j'avoue que si pour moi je devais citer un endroit où Babylone aurait dû être nommé, c'est meilleure musique, parce que vraiment c'est fou. C'est un taf monstrueux. Je sais pas, vous avez vu dans le générique au moment où ils mettent les musiciens, très rare d'ailleurs pour un film qui met ses musiciens dans le générique, mais t'as la liste complète, c'est dingue. Par instrument, je trouvais ça un peu joli, quoi. Je voulais me servir de ce film pour vous poser une question, notamment concernant son flop international, même s'il a été rentabilisé. Quand on voit un film avec des têtes d'affiche aussi importantes en ce moment, Brad Pitt, Margot Robbie, c'est quand même parmi les acteurs les plus demandés, en tout cas les plus vendeurs de leur temps. Margot Robbie particulièrement en ce moment, j'ai l'impression quand même, elle enchaîne des succès, même si les films sont pas toujours bons, en tout cas ils sont largement rentabilisés. Est-ce que le fait pour vous que, alors même si c'est pas du tout le cas en France, que même ces films-là qui sont quand même assez remarquables par leur image, par leur mise en scène, par leur musique et par leur tête d'affiche, est-ce que si même ces films-là aujourd'hui ont du mal à connaître un franc succès, est-ce que ça tendrait pas vers un peu pas une fin, mais des blockbusters qui seraient peut-être moins présents, un cinéma qui changerait encore de forme? Parce qu'aujourd'hui, on entend beaucoup parler des cinémas comme tendent vers un peu comme les parcs d'attractions. Enfin, je veux dire, si la 4DX, si les salles immersives sont de plus en plus mis en avant, c'est aussi parce que on veut rendre au cinéma cet aspect spectaculaire qu'il a perdu puisque les autres médias à côté ont évolué. Est-ce que quand on a un film qui n'est pas un film formellement d'action, même s'il se passe quand même beaucoup de choses, est-ce qu'on n'est pas obligé aujourd'hui d'avoir du grand spectacle dans les actions qui se passent pour que ça plaise à un maximum de public? Après, tu vois, le problème, je pense, une des problématiques qu'il a eu ce film en flop international, on parle, c'est, je pense, la durée et le sujet. 3 heures sur les débuts, le passage du muet au parlant, ça parle pas non plus à tout le monde, quoi, tu vois, parce que nous on aime bien le cinéma, donc forcément c'est un film qu'on va aller voir. Moi de voir un film comme ça, t'es là, tu te dis c'est bien, on travaille dans ce milieu quand même, c'est cool, mais pour les gens qui effectivement aiment bien les films d'action ou les films courts, il y en a beaucoup qui aiment bien maintenant. J'ai l'impression que ça marche mieux les films courts maintenant qu'autre chose. On a vu Avatar, celui qui est sorti au cinéma, c'est peut-être l'exception. Un mauvais exemple. Même si tout le monde. C'est l'exception qui confirme la règle. C'est l'exception qui confirme la règle, même si tout le monde a dit qu'il était trop long. Ça, mais voilà, là le sujet, 3 heures, je pense que ça peut rebuter un peu les gens à aller le voir.
Ouais, honnêtement, je me dis qu'avec. Alors, en effet, voilà, pour moi, le film a peut-être une demi-heure en trop, pas 1 heure en trop, mais peut-être que s'il faisait 1 heure de moins, il aurait fait plus d'entrées. Parce que pour le peu de gens avec qui j'ai pu discuter du film, c'est pas que j'ai pas envie de le voir, c'est que j'ai pas le temps de le voir. C'est libéré 3h30 de durée du film, il faut le temps d'aller au cinéma, de revenir et tout, c'est libéré Les l'après-midi. Et les pubs, beaucoup de pubs. Ouais. Donc. Je sais pas si ça tend vers ça. En tout cas, c'est pas super rassurant parce que mine de rien, c'est une prise de risque. Parce que malgré, oui, c'est des têtes d'affiche, mais voilà, comme on disait, c'est un sujet qui parle pas à tout le monde. Donc le film est une prise de risque. Payante parce qu'il rembourse son budget, mais pas tant que ça. Pas tant que ça. Je pense que c'est pas le type de film où quand il sera représenté dans plusieurs années quelque chose de similaire à un producteur, il dira ah oui je fonce, Babylone aurait fait peut-être beaucoup plus d'entrées, on se dira il y a un moyen de, là peut-être que c'est pas un format super rassurant. Mais après, je pense pas qu'il faut voir non plus que c'est mauvais augure. Je pense que c'est juste, voilà, il est sorti, ça a pas marché. Oui, pas comme quelque chose qui pourrait se reproduire, qui serait symptomatique d'un Non, changement de. Je pense que ça deviendra symptomatique si la même chose se passe avec Fablesman de Spielberg. Oui. Ouais. Ce qui est déjà malheureusement. Le Après, gars est encore une fois, impressionnant. c'est deux films qui parlent beaucoup de cinéma Oui. en soi. Oui. C'est pour ça, tu vois, l'exemple, ce sera un autre film un peu sur un sujet différent. On aurait encore un autre effet en salle. Je pense que c'est peut-être le sujet aussi qui. Je pense pas qu'il faut voir tout noir, ce que ça présage pour la suite, tu vois. Après, voilà, ça arrive, des films avec des têtes d'affiche et puis Oui. ça se casse la tête, quoi. Mais quand c'est un bon film, ça reste dommage. Oui, ça par contre. C'est sûr. On va enchaîner maintenant avec le Yes. deuxième film de notre sélection. C'est le film français, pour le coup, de ce mois. On a beaucoup parlé, aussi bien pour le film que pour son acteur principal. On va vous parler de Tirailleurs. Incorporé. Africains du Haut-Niger, du Sénégal, de la Guinée, du Soudan. Vous allez contribuer à cette éclatante victoire. Le deuxième long métrage du réalisateur Mathieu Vadepied, donc qui fonctionne quand même bien en salle ce mois-ci. Il va pas tarder à atteindre le 1 million d'entrées, ce qui est quand même assez honorable, voilà, pour un film dans une langue africaine. Enfin, je veux dire, il y a peu de dialogue français. Déjà, je voulais savoir qu'est-ce que vous avez pensé du film, parce que j'ai quand même l'impression que des films de guerre en ce moment, on s'en tape pas mal. Est-ce que pour vous, ce film, il arrive un peu à sortir de ce qu'on a l'habitude de voir, et déjà si vous l'avez apprécié ou non? Pour moi, c'est tout le contraire, justement. Le problème, c'est que tout ce que j'ai vu dans Tirailleurs ne se démarque de rien du tout. En fait, j'ai vraiment l'impression, ça va être un peu méchant, mais d'une coque vide. Ça veut dire qu'on me vend quelque chose où je me dis ça m'intéresse, film de guerre, tirailleurs français, Omar Sy, une sélection à Cannes, vraiment l'ensemble, l'emballage paraît intéressant, et une fois que c'est ouvert, dedans j'ai pas grand chose, à commencer par les enjeux. J'ai l'impression que tout dans le film fonctionne comme si c'était joué d'avance. Ça veut dire que à aucun moment je m'inquiète pour les personnages, à aucun moment je me dis qu'il va leur arriver des choses, oui, parce que la scène du début le laisse présager, mais justement, même problème, je sais que ça arrivera pas au milieu du film, je sais que ça arrivera à la fin, donc en fait, pendant tout le film, je crois les personnages invincibles, parce que je sais que ce qui va se passer de mal pour eux arrivera à la fin. Il y a tout un truc comme ça qui fait que j'arrive pas à m'accrocher au perso. Et surtout, moi j'ai un problème avec justement ces personnages-là, parce que j'ai l'impression qu'ils ne veulent pas faire face à leurs sentiments. C'est un problème que j'ai particulièrement, par exemple, avec la scène où ils montent dans la charrette qui est censée les emmener en Afrique, et où la réalisation décide de faire fuir le fils. Et donc là, on a un problème, c'est que le père subit la situation. Ce que j'aurais aimé, moi, à ce moment-là, c'est qu'il y ait le fils qui dit au père « Non, je ne monte pas dans la charrette », un dialogue, une confrontation, quelque chose qui sentimentalement m'accroche. Que là, en fait, voilà, je suis comme le personnage de Marcy dans cette scène-là, c'est-à-dire que je subis tout ce que le film fait et que ça ne vit pas. Pour moi, c'est un film qui ne vit pas, en fait. Je vais rejoindre aussi Florent, en fait, c'est pas un film mauvais, mais c'est un film creux, quoi. Je sais pas, ouais, c'est un film de guerre qu'on pourrait voir, mais c'est dommage parce que le sujet, les tirailleurs, c'était super intéressant. Il tenait un truc, le dialecte et tout, enfin,
Mais ouais, je suis d'accord avec toi, il n'y a pas de sentiment, tu t'attaches à rien. Et puis en fait, ce qui me déçoit, c'est que je me suis dit, bon, allez, c'est un premier film d'un réalisateur. Mais en fait, pas du tout, parce que tu regardes le gars, il a déjà fait 3 longs métrages avant, je crois. Donc du coup, je peux même pas sortir l'excuse de bon, il est creux parce que c'est un premier film, donc du coup, ça va encore, c'est pas mal, il y avait des Disons bonnes que c'est la idées. première fois qu'il a autant de budget à gérer. Ouais, c'est peut-être Oui. pour ça, mais du coup, puis c'est pareil, enfin moi, il y a un truc, je sais pas pourquoi j'ai été sorti du film à cause d'un truc à la con, c'est qu'il y a un moment, il y a un dialogue entre lui et son fils, et au beau milieu du plan, il y a une coupe. Et que dans le même plan, fixe, il y a une coupe dans le dialogue. Enfin, normalement, ça, dans un film, ça n'existe pas, ça. tu Ouais. dois pas faire ça. Même, tu vois, c'est un détail Ouais. un peu débile, mais moi, vraiment, ça m'a sorti du film. Et tout le long, je suis resté sur cette coupe. Et en plus, c'était sur un dialogue c'était peut-être un dialogue, le seul dialogue un peu important du film. C'est vrai en plus. Et moi, je suis resté bloqué là-dessus. Puis après, tout le reste que j'ai vu, j'étais là, ok, bon, on avale, mais c'est... Mais oui, je suis d'accord. C'est Tu sais la différent, fin, tu sais la fin, mais par contre l'extrême fin là, le truc qu'ils ont voulu faire en mode Ouais, franchement. non, c'est Même pas- ça, en non. vrai, ça aurait pu être mieux amené. C'est une bonne idée. C'est ça, mais très Mais mal du amené. coup, en fait, c'est amené juste à l'intro Ouais, et à la ouais. toute fin. Donc du coup, bon, c'est pas un spoil de dire ça, mais le film, il se base sur et si les restes du soldat inconnu, c'était des restes d'un tirailleur sénégalais. C'est vraiment la manière dont c'est amené, moi, que si c'est vrai, tant mieux, mais dans ce cas, que ça soit l'ouverture Non. du film. En plus, quand tu regardes les interviews du réalisateur ou de Marcy, ils soutiennent vachement ça, alors qu'au final, mais on s'en c'est un on s'en détail. fout, C'est quoi. un détail. Parce que le film, il l'amène pas du tout, quoi. Bah, en fait, moi j'ai un peu cette impression-là. J'ai trouvé par hasard le titre anglais du film que je trouve qui se prête beaucoup mieux, qui est de Dad and the Soldier. Quand j'ai vu le nom tirailleur, moi je pensais vraiment que ça allait vraiment. Enfin, le film parle voilà, des tirailleurs quand même, mais je trouve que cette relation entre le père et le fils prend beaucoup plus le pas sur le rôle Ouais. des tirailleurs dans la guerre. Complètement. Enfin, je veux dire, à part les 15 premières minutes du film, Oui. les acteurs principaux pourraient être blancs ou noirs, je trouve que ça n'aurait change- presque rien changé ça au change final. rien. Puisque hormis le fait qu'ils veulent fuir la guerre pour retourner dans leur pays, ils auraient pu juste retourner dans une autre partie de la France, je veux dire, qui n'était pas en guerre à ce moment-là. Je trouve que c'est vraiment dommage qu'on passe limite à côté de cet aspect tirailleur qui est rappelé à la fin, comme si le film un peu oubliait son propos en disant ah c'est vrai, faut qu'on parle un peu de leurs répercussions historiques. Même si il y a quand même un petit peu, on est quand même dans il y a que des soldats noirs autour des acteurs principaux, hormis quelques-uns. Donc bon, on reste quand même dans cet aspect-là. Mais on parle très peu de racisme, chose qui devait y avoir largement à l'époque. Même si ça fait un peu cliché de le dire, je trouve qu'on passe à côté d'une partie du sujet, en tout cas. À travers mais ça fait partie justement de ce truc de manque d'accroche et de manque de sentiment du film. Quoi. Mais je vais parler de la fin, donc alerte spoil 3, 2, 1, c'est parti. De toute façon, il n'y a pas de surprise. On sait Non, y a pas de mais surprise. cette séquence où Omar Sy meurt. Et que son fils est avec lui, ça serait ouvert à un dialogue. Le problème, c'est qu'ils se font tirer dessus. Ouais. Donc on n'a même pas le temps d'installer un truc de succession du père qui, parce qu'il est mourant, il meurt pas sur le coup, donc il parle à son fils et tout. C'est rapide parce que le fils il se prend des balles, donc c'est au revoir papa, je m'en vais. Même sur cette fin qui pouvait être super touchante, le film n'arrive pas à nous accrocher. Tout est lisse, tout est rapide, et il veut en fait transmettre les émotions par son sujet, parce que la base du film est là. Sauf que je pense que le film il oublie que dans un film, ton vecteur d'émotion, c'est pas le sujet, c'est tes persos, quoi. Mais en fait, je trouve qu'il y a des moments dans le film, il y avait plein de bonnes idées qui auraient pu, la première attaque qu'ils font, à la fin de cette première attaque, je me suis dit, là, ils tiennent un truc. Ouais. Et en fait, non, le problème du film, c'est qu'ils reviennent tout le temps sur Marcy qui dit, faut qu'on se tire en Afrique, faut qu'on se tire. Et c'est chiant, quoi. C'est bon, on a compris que tu veux aller en Afrique, mais il le dit tout le temps. Et du coup, t'apprends rien des personnages parce que Marcy il est bloqué là-dessus. En fait, le seul personnage, je trouve, intéressant du film, c'est son fils, parce que lui, il a vraiment une évolution, on va dire. À un moment du film, en tout cas, Oui. après c'est toujours la même chose. Et mais surtout, je trouve ça intéressant la façon dont on peut se faire galvaniser par l'univers de la guerre, et dès qu'on gagne en responsabilité, ça peut nous impliquer encore plus, et qu'on passe de cet aspect où on l'a subi, où on subit la guerre, à cet aspect où on l'engendre, quoi. Bah ouais, et puis c'est ça. Puis tu vois, en plus, c'est cool, il y a plein de bonnes idées, pas du tout exploitées. Il y a tout le truc, comme tu dis, les jeunes, ils étaient vachement. Enfin,
à un moment de la guerre, il y avait des jeunes, ils étaient en uniforme, ils étaient contents, quoi. On le retrouve un peu dans le film quand il met son uniforme, il se regarde, il est content. Mais c'est pas assez exploité, c'est dommage. Ça aurait pu être un bon film, je pense. Mais bah du coup... On est de retour sur un dommage. Ouais, c'est ça, c'est ça. un Dommage, exactement. Regardez l'autre épisode pour comprendre. Alors malgré qu'on n'ait pas aimé ce film, faut quand même du coup encore une fois reconnaître son succès qu'il a dans les salles françaises. Grâce à la polémique. Alors, Ça va être toujours. j'imagine que cette polémique a un peu aidé, mais justement, est-ce que pour vous, si Omar Sy, grosse tête d'affiche du cinéma français, n'était pas présent dans ce film, est-ce qu'il aurait quand même pu exister ? Et alors, j'imagine qu'il aurait forcément eu moins de succès. On imagine bien que quand un acteur n'est pas là, ça a des conséquences. Mais est-ce que pour vous, il aurait quand même pu être reconnu ? Il a été nommé à Cannes, il me semble. Enfin, il était en un certain regard à Cannes. Un certain regard, voilà. Est-ce que il aurait pu avoir toutes ces choses autour de lui s'il n'y avait pas eu Omar Sy Pas autant parce qu'en vrai, quand on regarde la distribution des films qui sont en un certain regard à Cannes, justement, on en reparlait dans l'épisode 2, mais ne serait-ce que The Innocents, qui était par exemple, c'est des films qui ne sont pas diffusés, ne serait-ce qu'en multiplex. Tirailleurs profite de tous les multiplex grâce à Omar Sy, clairement. Mais tant mieux pour le film. Ça fait plaisir aussi que des films qui passent dans cette catégorie de Cannes puissent profiter d'autant de visibilité, mais je pense que le film serait pas mieux ou moins bien sans Omar Sy, parce que le problème ne sont pas les acteurs, ils jouent tous les deux très bien, mais il aurait moins de visibilité, c'est sûr. Le problème en fait c'est le scénariste et le réalisateur. C'est ça. Et un peu le monteur, un peu. Ah bah complètement. Dernière question, du coup, je voulais vous poser par rapport à ce film. On a l'habitude de voir Omar Sy dans des rôles quand même assez différents. Il est quand même assez capable de passer du drame à la comédie. Comment vous pensez qu'on va retenir ce film dans sa carrière ? Est-ce que c'est un film qu'on va tout de suite oublier ou est-ce qu'il va avoir son importance quand même ? Moi, je pense qu'il sera oubliable. Vraiment, c'est pas pour... vraiment, le film... On l'a pas aimé, mais il est pas mauvais. C'est juste, il est creux, quoi. Mais du coup, c'est ça le problème. Il est creux, donc il est oubliable. Donc, mais comme beaucoup d'autres films d'Omar Sy, donc c'est pas faux. Omar Sy, c'est un bon acteur qui choisit pas très bien ses projets, je trouve. Voilà, pour conclure sur Omar Sy. Conclusion. Mais pour une fois, là, je trouve pas forcément que c'est de sa faute. Non, parce que franchement, c'est jamais de sa faute. Honnêtement, c'est un bon acteur, donc. Oui, c'est vrai. En vrai, il est bon. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le choix de faire ce film, je le trouvais plutôt légitime, dans le sens où, c'était l'occasion pour un acteur qui est populaire chez toutes les classes un peu de français, de parler d'un sujet qui est quand même assez sensible en France. En tout cas, qu'il a été en plus. Donc, surtout dans une langue étrangère. Surtout, Bah, en vrai, il fera pas tâche dans sa filmo, quoi. Il fera pas tâche dans sa filmo, c'est sûr. C'est juste qu'on l'oubliera assez vite, quoi, le film. Comme les Jurassic World. Oui. On va enchaîner avec un autre film de guerre, cette fois-ci beaucoup plus léger. Je dirais, on va vous parler d'un film qui vient de chez nous. On va vous parler de la guerre des Lulus. On est en guerre. Mais non, on se dispute. Mais pas vous, le monde. Il m'oublie tout le temps. Donc le dernier film de Yann Samuel, à qui on doit notamment La guerre des boutons, sorti en 2011, et Jeu d'enfant, avec Guillaume Canet et Marion Cotillard. Donc le réalisateur n'en est pas du tout à son coup d'essai. C'est un film qui nous est, en tout cas moi, qui m'est assez personnel, dans le sens où donc c'est un film qui est tiré d'une BD, pour ceux qui connaissent pas, qui est la guerre des Lulus, qui est la guerre des Lulus, du même nom. Qui est encore en parution à l'heure où on enregistre. Totalement. Je crois qu'il reste encore quelques tomes à sortir pour conclure un peu cette histoire. Le film prend le parti d'adapter des événements qui se passent du premier à environ le 4e tome, si je me trompe pas. C'est ça. Avant que je donne mon avis sur le film, je vais te laisser commencer, pour savoir ce que tu en as pensé. Franchement, je trouve... Alors déjà, c'est 4 jeunes, et moi je trouve ça toujours bien de voir 4 enfants bien jouer,
Et je trouve qu'ils jouent bien, tous. Franchement, pour la plupart ont jamais fait de cinéma, je crois. Il y avait que celui qui joue Ludwig. non, Ludwig, non. C'est Luigi, pardon. Luigi, qui avait joué du coup dans les Ducobu. Oui, voilà, lui, voilà. Mais sinon, en soi, c'est quand même, ils ont pas fait quand même beaucoup de films. Oui, ils ont une très... Donc, ils s'en sortent très très bien. Alors, je vais dire un peu ce que tu as dit pour Babylone. Il y a plein de chapitres dans le film que j'aime bien, mais si on regroupe tout le film, voilà, le film, il n'est pas mauvais, le film, je trouve. Il est même sympa, il est bon. Après, voilà, il y a des chapitres que j'ai bien aimés, notamment avec Souleymane Sia. C'est lui, l'acteur qui joue justement un tirailleur, je crois. Ahmed Silla, non Ahmed Silla. Pourquoi je dis Souleymane Ahmed Silla, que j'ai vraiment aimé son passage. Il est super bien amené, super bien traité, et c'est le plus touchant. Moi, vraiment, franchement, au cinéma, j'étais un peu ému quand même quand il part dans le train. Enfin, je ne vais pas spoiler, mais voilà, parce que du coup, bon, ça c'est pas un spoil, mais les Lulu vont rencontrer à chaque fois un personnage qui va soit prendre un chemin différent, soit mourir, soit se faire capturer. Enfin voilà, ça c'est comme ça dans tous les tomes de la BD, et c'est amené dans le film. Donc non, c'est vrai que ça a l'allure d'un premier film. C'est ça qui est étrange. Du coup, on pourrait en attendre mieux de Yann Samuel. Yann Samuel, tout à fait. On pourrait attendre mieux de ce monsieur qui n'est pas effectivement son premier film du tout. Mais bon, voilà, pour un film français, c'est très bien. Et puis, c'est de chez nous, comme tu dis. On a des endroits quand même qu'on reconnaît un peu. Ouais, c'est vrai. Et puis, notamment le Famistère de Guise, notamment qui est bien mis en valeur pour le coup. Complètement. Puis, c'est vraiment un super bâtiment. Et puis, il l'utilise bien. L'abbaye Saint-Michel aussi. Ouais, c'est ça. Et puis moi j'étais content parce que du coup c'était marrant, c'est que je travaillais dans le même bâtiment que les auteurs de la BD avant. Et du coup je trouvais ça touchant de voir parce que du coup c'est un peu la faune et la flore amiénoise locale qui nous touchent, de voir un peu jusqu'où ça peut aller des Amiénois, et puis voilà, ça donne un film, un long métrage français un peu aux allures d'un blockbuster, quoi. Voilà. Écoute, je vais te rejoindre sur plusieurs points, notamment le groupe d'enfants, un groupe qui est super homogène, qui fonctionne bien. Il n'y a pas un enfant qui joue moins bien que l'autre. Ils ont tous un très bon niveau et ils sont bien entourés aussi. C'est ça qui fait plaisir. François Damiens dans un rôle dont on n'a pas l'habitude de voir, Alex Lutz dans un rôle qu'on a l'habitude de voir mais qui fonctionne bien, Ahmed Silla, DJ Bourdon. Vraiment, je trouve que le choix des acteurs, entre guillemets, tête d'affiche, fait plaisir parce qu'ils arrivent à entourer les gamins et à les accompagner, je trouve. Là où je suis un peu moins fan, c'est en fait comme pour Tirailleurs et Babylone. En fait, c'est la même chose que je vais dire, mais c'est que ça sent un peu le réchauffé pour moi. Ne serait-ce que quand j'ai vu La Guerre des Lulus, en fait j'ai eu l'impression de revoir Cœur Vaillant que j'avais vu l'année précédente. C'est pas la même guerre, c'était sur la Seconde Guerre mondiale, mais dans tous les cas c'est la question de l'innocence des enfants face à l'atrocité de la guerre. Alors oui, là c'est tiré de la BD, donc en soi tu pourras me dire bah oui mais non parce que la BD est plus ancienne. Ouais, c'est vrai, mais je trouve que le passage en film je vais pas dire est pas réussi, c'est faux. Je peux pas dire que j'ai pas passé un bon moment devant le film, mais je l'ai déjà vu en mieux. Toi, j'avais préparé une petite liste là vite fait, mais La vie est belle, Tombeau des Lucioles, Je vous interdis, Au revoir les enfants. Je veux dire, il y a plein de films qui traitent des enfants pendant la guerre et qui le traitent mieux. Donc la question quand je vais voir La Guerre des Lulus, c'est qu'est-ce que le film apporte de plus. Alors oui, en effet, c'est un film de la région et ça m'a fait grave plaisir de revoir des coins et tout. Mais je sais pas, j'ai l'impression que le film n'apporte pas plus qu'apportait déjà la BD, qui est une bonne BD. Et de ce fait-là, est-ce que le passage en film était vraiment justifié ? Qu'est-ce que le film apporte de plus à la BD que ce que la BD avait déjà ? Je sais pas. Ouais. Ouais, moi je suis un peu d'accord avec toi. Je suis assez mitigé sur cette adaptation. Donc ça met en avant un peu, oui, effectivement, nos monuments un peu locaux, qu'on connaît bien. Mais à part ça, je trouve pas que au niveau de l'histoire, ce soit très intéressant. Je trouve que le parti d'adapter beaucoup de tomes, c'était pas forcément un bon choix.
comme tu disais tout à l'heure avec les têtes d'affiche, c'est pas tant vraiment un passage, quoi. C'est-à-dire qu'à part Ahmed Silla qu'on voit quand même pendant une partie du film, les autres, franchement, c'est très anecdotique. Franchement. François Damiens, on le voit 5 minutes quoi, à l'écran. Il a 2 dialogues et c'est tout. Et il est sur l'affiche du film pourtant. Donc, je trouve que le film, en fait, il joue un peu trop. En fait, je pense qu'il a, pour fonctionner, voilà, il a pris des têtes d'affiche. Malheureusement, je sais pas si c'est par manque de budget ou juste par le scénario qui s'y prêtait pas. Mais voilà, les personnages n'apparaissent que très peu de temps. Et je trouve ça dommage parce que, par exemple, le personnage que joue François Damiens, là, le curé un peu Brutus. Je trouve que ça aurait été un super personnage qui est très drôle et qui est pas suffisamment exploité selon moi. Et ça crée plein de moments, justement, cet enchaînement entre beaucoup de personnages, ça crée un manque d'émotion. Par exemple, il y a tout un moment où je spoil un petit peu, où les Lulus se font recueillir par une dame qui a perdu, dont le fils est au front. Et donc, il y a tout un truc où ça commence à remplacer leur maman, puisque les Lulus sont du coup des orphelins. Bon, ça, c'est pas un spoil, c'est le principe même. Cette femme, par un événement, est amenée à partir du récit. Et le problème, c'est que cette femme, on l'a vue 5 à 10 minutes dans le film. Et donc, c'est censé transmettre quand même une émotion de triste, puisque les Lulus sont une nouvelle fois abandonnés, tout ça. Mais je trouve que ça fonctionne juste pas. C'est trop rapide. C'est beaucoup trop rapide. On n'a pas du tout le temps de suivre et de créer un attachement avec les personnages. Et ça fait partir une grosse partie de l'émotion que peut générer le film. En fait, à la limite, on voit trop que c'est une BD parce que, comme je disais au début, tu t'aimes bien les chapitres qu'ils racontent, mais tu comprends pas la liaison entre chaque, et ça fait très BD en fait. T'as l'impression, ça c'est dans ce tome, ça c'est dans ce tome, entre deux il y a quoi ? Une transition. En fait, ouais, c'est ça. Et il y a même des éléments du coup du tome 1 qui réapparaissent à la fin du film. Et je trouve que la façon dont les éléments de la BD originale sont imbriqués fonctionne pas vraiment. Il y a beaucoup de moments où ils retournent un peu à leur base, qui d'ailleurs je trouve fait très studio, même si c'est pas un studio, fait très artificiel. Voilà. Il y a plusieurs détails comme ça qui, quand on les accumule, fait que je trouve qu'il y a quand même un souci dans le film. Mais je trouve qu'il a, on n'est pas là pour faire des comparaisons, mais par rapport à Tirailleurs, il est moins creux, tu vois. Oh oui, bah oui. Disons qu'en fait, il prend pas le parti de raconter une guerre réaliste. Je veux dire, quand à un moment, ils sont en endroits qui sont super calmes, qui finalement se retrouvent à être à 500 mètres d'un front où il y a des obus. On retrouve cet aspect enfantin. Qui, moi, perso, même si ça m'a choqué, au final, j'ai compris par la suite l'intérêt de pas forcément faire quelque chose de très réaliste. Mais à la fois, il aborde des sujets comme le traumatisme de la guerre, les effets que ça peut avoir. Et du coup, même si, encore une fois, c'est abordé dans la BD, vu qu'en fait, on était sur quelque chose d'assez léger, même si on avait une menace de la guerre, même si on était quand même dans un registre assez léger. Et des fois, on bascule dans quelque chose de plus adulte, de plus sérieux en tout cas. Et du coup, ça choque un petit peu. Je suis d'accord avec toi. Peut-être qu'il en dit trop en fait le film. Tu vois, il y a même un moment avec Didier Bourdon où en t'as fait, le il est dans système un entre-deux de collaboration avec le gosse là. Ouais, et du coup, tu vois, encore une fois pour faire la comparaison, à la différence de Tirailleurs, il en dit pas assez et lui, il en dit peut-être un peu trop. Des fois, tu te dis, ok, il en rajoute à chaque fois. Ça en plus, c'est que c'est même trop et que c'est pas des mauvaises intentions. C'est juste trop généreux comme film en fait. Oui, il est généreux en contenu, effectivement. Il est un peu dans un genre d'entre-deux. C'est-à-dire que un coup, il va être plus léger que la réalité, et d'un coup, il va essayer de la rattraper. Il va essayer de faire quelque chose, qui de marquant, de poignant, et ça fonctionne pas forcément bien le mélange entre les deux. Le film ne fonctionne pas non plus très bien en salle. Pour l'instant, on est aux alentours de. Donc là, on a sa deuxième semaine d'exploitation. Il vient de sortir après. Il est quand même à 200 000 entrées. Il atteindra largement pas du tout le million. On a eu l'occasion de le voir avec Florent au festival du film d'Amiens. T'étais là ? J'étais là aussi. On s'est pas vu. Ok. Je suis oubliable. À l'époque. Non, mais je savais même pas que t'étais. Si, Ah d'accord, ok. Du coup, dans cette après la séance, on a eu l'occasion de parler avec le producteur du film, qui laissait sous-entendre qu'une suite était envisageable si le film marchait bien. Est-ce que vous pensez, avec les résultats qu'a le film en ce moment en salle, qu'on peut quand même espérer une suite malgré les résultats qui sont pas non plus fous actuellement? Je pense
Il y a de fortes chances quand même qu'il y ait une suite, à mon avis. Après, est-ce que c'est une bonne idée ou pas, je ne sais pas. Mais je vois quand même l'avenir d'une suite possible. Ce serait dommage en fait, je trouve. Ouais. C'est dommage qu'il n'y en ait pas. Bah, disons qu'en fait, la fin est tellement ouverte sur Oui, les c'est suites ça. que effectivement, ça laisserait quand Alors, même un. T'as envie d'avoir une suite avec une fin comme Mais après, ça. quoi. est-ce qu'économiquement, voilà, les producteurs vont suivre? Le film, il a coûté presque 9 millions d'euros à produire. Je sais même pas, je sais pas s'il rentrera dans son Et budget. pourquoi pas faire plus simple dans ce cas-là? Je veux dire que là, le film, il aura, même s'il n'y a pas beaucoup d'entrées, il aura quand même eu des spectateurs, donc une base de potentielles personnes qui iront voir le 2. Pourquoi pas oublier les têtes d'affiche, par exemple, et vraiment se baser sur les enfants? Pourquoi pas faire moins d'événements, être dans un rythme plus lent? Je pense que maintenant que le film a su, avec cette vague de acteurs, même d'apparitions, comme tu disais, c'est plus des apparitions de temps en temps, mais voilà, il y a une espèce de truc des gens qui ont été le voir peut-être pour ça, et qui accrocheront peut-être maintenant à l'histoire, et iront voir le 2 pour d'autres raisons que le 1. Après, je pense qu'il aura quand même ce problème-là de tête d'affiche parce que dans les BD, c'est quand même ça. Il rencontre des personnes qui partent au bout d'un moment et c'est un truc de beaucoup de rencontres avec des gens différents, de différents milieux, de différentes nationalités, etc. Donc je pense qu'il y aura possiblement quand même ça dans le 2. Je pense que le film est un peu dépendant, malheureusement. C'est tellement spécifique parce que nous, pour le coup, ça nous touche bien. On est dans le coin, mais je pense aux personnes qui vivent dans le sud, qui ont très probablement pas grandi avec la BD et même dont les enfants ne grandiront probablement pas avec le film La Guerre des Lulu. Pour arriver à toucher un public comme ça, malheureusement, on est obligé de taper avec des têtes d'affiche qui sont connues dans tout le pays. Donc, Après, ils ont eu la chance pour la BD qu'elle ait bien marché au niveau du public. Donc Oui. bon, le seul truc qui peut avoir un avantage au film, c'est cette communauté autour des BD, quoi. Après, bon, c'est... Ce qui se fait peut-être pas être rentable. Non, je suis bien d'accord. Et c'est quand même dommage, même si... Encore un même- dommage. Non, c'est Ah. dommage dans le sens où, même si pour le coup je suis pas forcément fan du film, oui. je salue quand même son existence et je pense que c'est quand même bien aussi d'adapter des licences de BD françaises qui sont pas forcément aussi populaires, même si c'est franco-belge, que par exemple un Tintin, que voilà, d'autres séries de BD qui ont déjà été adaptées. Astérix. Là on est sur Astérix. Là on est sur voilà, une BD beaucoup plus contemporaine. Je trouve que c'est voilà, quand même une bonne idée malgré tout de devoir adapter. Puis je trouve en vrai ça fait du bien quand même au cinéma d'avoir des films comme ça aussi où tu montres pas non plus l'ultra-violence d'une guerre. Enfin, il y a de la violence, il y a de la tristesse quand même dans le film, Oui. mais c'est minime. Et puis ça fait du bien quoi, de regarder un film comme ça de temps en temps. Enfin, Après, faut pas oublier non plus que si on n'est pas forcément la cible, Oui, c'est vrai. le film est quand même s'adresse à un public assez jeune, même Oui, si ça reste oui. un film un peu familial, ça s'adresse quand même avant tout aux plus jeunes, tout comme la BD, hein, même si je la trouve parfois un peu plus mature que le film à certains moments. Mais après, voilà, c'est deux médiums différents, c'est une Oui. adaptation. Le film ne peut pas se permettre non plus d'être une pâle copie de la BD. non, c'est ça. Donc, ça voilà. servirait pas sinon. On va maintenant passer au dernier film, et pas des moindres. On change pour le coup particulièrement de registre. Ça va être sanglant. Ça va être sanglant, ça va saigner, aussi bien dans le film que dans nos remarques, je pense. On va vous parler d'un film ultra gore américain. On va vous parler de Terrifier 2. Please welcome Art the Clown. Le film qui aurait choqué l'Amérique selon la publicité qui en C'est faisait. vendeur. Ouais, donc le film donc est un film presque autoproduit qui vient après du coup un précédent opus, Terrifier 1, dans lequel on suit un clown / mime tueur particulièrement sanglant. Le film est quand même un petit peu bête et méchant dans le sens où voilà, il n'y a pas un soin particulier qui est apporté à l'histoire du film et à la façon dont elle est amenée.
Si on en parle aujourd'hui, c'est malgré tout parce que c'est un film qui se destinait à avoir une audience quand même relativement faible et à ne pas du tout s'exporter hors du continent américain. Malgré tout, c'est aussi lié à sa campagne de publicité qui était particulièrement efficace. Le film a réussi à arriver dans nos salles françaises, pas dans toutes, et c'était quand même aussi dans un faible nombre de salles. On l'a vu avec toi, on l'a vu, alors pas ensemble, mais voilà, je voulais savoir déjà qu'est-ce que tu pensais de ce film et du fait qu'il arrive dans nos salles avec un niveau de qualité relatif. Très relatif même. Donc, j'ai pas trouvé ça bien. Honnêtement, voilà, je vais pas passer par quatre chemins, j'ai pas trouvé ça bien. Et pourtant, c'est un genre de film que j'aime bien. Ces films d'horreur un peu décérébrés. Voilà, j'avais rapporté le t-shirt exprès, mais voilà, le cinéma de Lloyd Kaufman, donc créateur et réalisateur de plein de choses chez donc sa société Trauma, dont donc, Toxic Avenger ou Roméo et Juliette. Il a toujours fait ça, c'est-à-dire des films gore pour être gore, c'est violent, c'est gratuit, c'est absolument pas. Ouais, il n'y a pas de bienséance, quoi. Vraiment, c'est clairement on fait mal pour faire mal. Et j'aime bien le genre de film parce que je trouve que c'est aussi ça, c'est qu'ils disent un truc sur une époque. C'est voilà, l'époque des années 80, 70. D'avoir Terrifier qui arrive avec ces idées-là aujourd'hui, j'ai trouvé ça cool. Et le premier le réussit assez bien. Je vais pas dire bien, je veux dire assez bien, notamment dans sa première moitié. Pour moi, le premier Terrifier, il fonctionne pour les raisons que le 2 ne fonctionne pas. En fait, le premier, il fonctionne parce que déjà, il n'y a pas de scénario. C'est juste deux meufs bloquées dans un espèce de hangar à voiture, je sais pas quoi, le clown qui arrive, qui les bute, et voilà. On reste dans ce truc un peu décérébré. Pour moi, le problème de Terrifier 2, c'est qu'il est scénarisé et qu'il est mal scénarisé. Et je préfère avoir un film sans scénario qu'avoir un film avec un mauvais scénario. Et non, c'est bancal. Pour moi, le 2, je trouve bancal parce que déjà, il y a plus de budget, ça m'embête. C'est-à-dire que le 1000 € réussit moins bien avec, alors je l'ai noté, avec 250 000 €, parce que le 1 réussissait avec 35 000 €. Et je trouve ça dommage. Non, ouais, je suis embêté parce que j'aurais bien aimé le film. Mais déjà, il faut qu'on parle de sa durée. C'est pas possible. Le 2h20, c'est trop long. Ouais, c'est trop long. Le premier faisait 1 heure de moins et il paraissait déjà long sur les bords. Là, non, c'est long. Après, point positif du film, quand même, Art le clown. Je trouve que c'est un personnage qui fonctionne, qui peut être amené, qu'il est déjà, parce que là, on parle de Terrifier 1 et 2, il est apparu avant dans des courts-métrages, dans des anthologies d'horreur, donc c'est un personnage qui commence à se créer une communauté, d'où je pense peut-être cette diffusion dans nos cinémas, peut-être que plus que le film, c'est le personnage qui a attiré. Et il y a moyen de faire quelque chose, je pense, de mieux avec ce personnage que ce qu'on a là. Ouais, alors je te rejoins sur quelques points. Alors moi, pour le coup, j'étais pas du tout... Alors je connaissais le 1 que j'avais découvert notamment via YouTube et quelques tops d'horreur, ce genre de choses. Mais étant très peu consommateur de films d'horreur et de films gore en général, je m'attendais à... Surtout, voilà, j'avais été un peu marqué par la communication. Alors la communication qui a été faite autour, je reviens très vite fait dessus, elle est basée sur le fait que les gens faisaient des malaises et vomissaient dans les salles de cinéma. On parlait même d'ambulances qui attendaient à la sortie des salles pendant que le film était projeté, en prévision, voilà, de gens qui sortiraient qui tomberaient dans les pommes, ce genre de choses. Voilà, j'avais conscience que c'était peut-être exagéré, que c'était très probablement exagéré. Oui, le film est très gore. Je comprends que chez certaines personnes sensibles, ça puisse être le cas. Malgré tout, je m'attendais à être partiellement traumatisé de par aussi de ma faible expérience de ce genre de film. Et au final, j'ai rigolé quand même pendant une bonne partie du film. Preuve que ça fonctionne quand même pas. J'étais content de voir un film qui se prenait pas la tête, qui avait pas besoin de se justifier sur un quelconque scénario, sur pourquoi le clown tue, ce genre de choses qu'il ne fait pas, il justifie pas pourquoi le clown tue. Mais ouais, voilà, il manque quelque chose. Le film veut apporter un élément en créant une histoire et même
presque une mythologie, presque de par son rapport un peu divin qu'il a avec les personnages. Et qui n'est pas du tout dans le premier d'ailleurs. C'est ça aussi, ça pop-up ici et ça fonctionne un peu, je trouve, avec le petit frère. Ouais. Parce qu'on a un regard un peu plus enfantin de la chose avec sa grande sœur. Je trouve qu'on se perd et toute cette fin avec l'histoire de l'épée notamment. Non. D'autant plus que, si je me trompe pas, le 2 commence juste après le 1. Là où le 1 s'arrête. Ouais. Donc on passe de quelque chose du coup qui visiblement très concret, réaliste si je puis dire. Alors là en plus on a un autre personnage qui est associé au clown qui fait son apparition. C'est mis en scène pour qu'on comprenne pas si c'est quelqu'un qui existe vraiment ou si c'est juste une illusion. Le film essaye de complexifier des choses qui ne sont pas utiles. Ça rajoute plus de problèmes que ça n'en résout. J'ai cette sensation que avec ce budget supplémentaire, même si ça reste un faible budget, le réalisateur s'est dit je vais être plus ambitieux dans ce que je vais raconter. Et en fait, il aurait juste pour moi dû reprendre la recette du 1 qui visiblement fonctionnait un peu. Je peux pas dire que c'était un bon film, mais c'était mieux que le 2. Ouais, c'est ça. Parce que là, pour le coup, en fait, on a l'impression que il s'est fait dépasser par certains éléments. La photo, parfois, et je trouve, est complètement à côté de la plaque. Là-dessus, il s'est fait dépasser parce que j'ai regardé, et donc Damien Léon, le réalisateur, il est aussi au maquillage, au FX, au montage, au design sonore. Waouh, d'accord. Incroyable. Donc plutôt que d'investir ton budget dans des espèces d'effets spéciaux trop investis dans des postes et délègue un peu ton taf, quoi. Parce que là, en effet, t'as raison, c'est le mot. Je trouve que le film, il se fait déborder. Ouais, en plus, c'est dommage parce qu'il y a quelques moments où je trouve que la photo réussit à instaurer quelque chose. Alors, c'est vraiment sur certains plans et sur certaines idées de mise en scène, mais il y a plein de moments où on a vraiment. Enfin, déjà, je comprends pas qu'on ait une ambiance si colorée et si artificielle pour un film d'horreur qui se veut aussi épouvantable, entre guillemets, que ce qu'il prétend être. On a quand même une photo qui est très. Amateur, quoi. Enfin, franchement, par moment, si on enlève les scènes gore et tout le côté extrême de la violence, on a parfois l'impression de voir un film étudiant presque. Et d'ailleurs, coup de cœur, moi, de mon côté, pour la séquence du lavomatique, qui est à l'opposé de tout ça. En fait, c'est la seule séquence où je regarde le truc, je fais là, il y a quelque chose et c'est clair. Et sinon, tout le reste, est un peu à côté de la plaque. Donc, si jamais vous êtes fan de tout ce contenu très gore, ça, je pense que vous allez vous y retrouver, mine de rien. Vous n'allez pas passer un mauvais moment, en tout cas, même s'il y a clairement des défauts auxquels on ne peut pas passer à côté. Je pense... S'il est encore en salle actuellement, c'est vraiment dans quelques salles, mais bon, il va très probablement se retrouver sur internet si c'est pas si c'est pas déjà le cas, mais bon, ça l'est déjà. Voilà, si vous êtes fan de ce genre de cinéma, vous allez apprécier, mais c'est quand même mieux de regarder Toxic Avenger. Attendez la belle édition Blu-ray qui va sortir. Oui, c'est vrai que ils ont planché sur un très très beau coffret Terrifier, donc on parle du format physique, t'as raison, c'est important. C'est important. Donc si vous avez aimé le film, il y a un coffret qui va sortir avec une cassette VHS de la bande sonore, des pins, des post-it, plein de choses. Et ça fait plaisir d'avoir de belles éditions. Donc si vous êtes fan du cinéma d'horreur, ne le téléchargez pas. Attendez la sortie DVD. Je te l'ai en Blu-ray, c'est très bien. On a maintenant fini avec ces films du mois de janvier. On va maintenant parler on va spéculer un petit peu. Voilà, on aime bien spéculer. sur les films qui sortiront. On a en tête forcément certains blockbusters qui vont sortir cette année. On a aussi des films un peu plus petits dont on va vous parler. C'est l'heure de nos attentes de 2023. De nos attentes. On commence du coup. Qui veut s'y prêter en premier ? Allez, j'en balance un. Allez. Non, moi, je pense que ça a été ma plus grosse attente pendant un moment, et ça l'est toujours, je pense d'ailleurs, c'est The Whale de Darren Aronofsky. Je te rejoins totalement, c'est aussi ma grosse attente de l'année. On l'a tous mis. Du coup, franchement, c'est Brendan Fraser. Voilà.
le retour. Moi, c'est un acteur que j'affectionne énormément. Il mérite ce qui lui Ça arrive. fait 10 ans qu'il était cantonné au direct ou DVD. Et il a pas eu une carrière sympa. Et du coup, là, franchement. Il a déjà un peu changé aussi, en plus. Oui, à cause de beaucoup de choses, d'ailleurs, dans le plan perso que pro. Mais là, franchement, c'est un grand retour en force. Et enfin, j'espère. On espère tous, bien sûr. En tout cas, voilà, moi, l'acteur me touche énormément. Dans ce rôle, il me touche énormément, en tout cas. Donc, j'ai très hâte de le voir. Et puis le mec qui réalise ça, c'est pas Aronofsky, n'importe qui, bien sûr. Quand t'as Black Swan et Requiem for a Dream dans un film, là, tu te dis, en général... Puis ça Desync, j'avoue que premier grand rôle de cinéma, j'aime pas la saison 4 de Stranger Things, voilà, je l'ai déjà dit plein de fois, je l'aime pas, mais si elle a une qualité cette saison, c'est d'avoir fait de Max un très bon personnage, un personnage profond, et d'avoir révélé son actrice. Et donc là, j'attends que ça. Le duo Brendan Fraser-Sadie Sink, ça va être génial, je pense, j'espère. Puis c'est marrant parce qu'on n'a pas eu tant d'images du film que ça. Non, mais même l'affiche, c'est juste une photo du film. L'affiche a hype tout le monde. Mais la com est pas terrible, mais du coup, vu qu'elle est assez mystérieuse, moi ça me hype encore plus. Et il y a des nominations. Et un peu partout. Et puis bon, je pense que c'est mérité c'est aussi. augure, ça a l'air d'être mérité en tout cas. On verra bien, de toute façon ça sort en mars. Ouais, 8 mars. Ouais. Donc on verra bien à ce moment-là. De toute façon, on en reparlera, j'imagine. Enfin voilà, moi c'est ma plus grosse attente 2023. Ouais, quand j'ai eu l'annonce en 2022, j'ai dit je veux voir ce film en fait. Donc voilà. Et ben moi, ma plus grosse attente, ce serait également un film qui sort en mars, le 1er mars. Ce sera Empire of Light de Sam Mendes, à qui on doit... le plus récent, ce serait 1917. Voilà, ce qui m'a séduit particulièrement, c'était la bande-annonce, que je vous invite à regarder si vous vous intéressez un petit peu à son travail. C'est un film qui, comme d'autres avant lui, a l'air d'être une déclaration d'amour à la salle de cinéma. Plus que jamais, je pense qu'on a encore besoin de ce genre de choses. J'espère que ça refroidira pas un certain public comme ça pourrait le faire éventuellement. On en a parlé avant avec Babylone. Tous ces films qui sont des déclarations d'amour au cinéma. Là, pour le coup, c'est une déclaration à la salle de cinéma, au métier de projectionniste, tout en ayant des intrigues secondaires, en parlant de racisme, de solitude. Voilà, c'est un film qui a l'air, en tout cas de par sa bande-annonce, totalement bouleversant, magnifique. La photographie a l'air d'être vraiment impressionnante. De toute façon, quand on voit ses précédentes réalisations, c'est Sam Mendes, c'est pas n'importe qui. Ça a l'air d'être totalement bouleversant. Je te rejoins là-dessus aussi. Le mois de mars a l'air d'être particulièrement... C'est vrai que ça va être un très gros mois de cinéma. aussi parler d'un film là qui sort au mois de mars. Donc on est sur The Son de Florian Zeller. Forcément, je suis d'accord. Voilà, pour moi, naissance d'un futur grand cinéaste qui est déjà un grand dramaturge, donc clairement, voilà, tout ce qui est, on va pas dire mise en scène, mais direction d'acteur et tout, c'est quelque chose qu'il sait faire et qui, avec son film précédent, The Father, exactement, a offert pour moi son plus beau rôle à Anthony Hopkins. Donc et de revoir Anthony Hopkins revenir pour The Son dans un rôle peut-être un peu plus petit, mais déjà ça me fait plaisir parce que on sait qu'il sait diriger Anthony Hopkins et que ça va donner quelque chose de fou. Et donc rôle principal Hugh Jackman qui est dans son après Wolverine parce que parce qu'il avait dit adieu au personnage, il reviendra pour Deadpool, je sais pas quoi. Oui, voilà, c'est ça. Officiellement, voilà, il est quand même. On n'en parlera pas, on va pas parler. On va partir du principe qu'il est dans son après Wolverine et qu'il a fini avec Logan, qui est un grand film. Et depuis, il y a eu des petits. Voilà, mais je me dis que ça peut pas être son grand film pour dire voilà, je ne suis pas Wolverine, casser l'image et voilà. Et je suis très curieux de ce que donne ce Hugh Jackman avec le travail de Florent Zeller. C'est clair. Complètement. Moi, c'est un film qui m'attire aussi. Après, par contre, Florent Zeller, il lui reste encore une pièce qu'il a écrite. Je ne sais plus sur quoi, sur un truc de mensonge. Donc voilà, on peut potentiellement prédire un troisième film, mais après, du coup, qu'est-ce qu'il fera Voilà, soit il écrit d'abord une autre pièce et puis il refera un film. Mais bon, en tout cas, The Son, je suis complètement d'accord avec toi. Je te rejoins là-dessus. The Father a été exceptionnel. On espère que The Son sera autant, du moins au même niveau que The Father. Ce qui serait une
sacrée performance. Ouais, carrément. complètement. Bah, il est très prometteur, hein, je pense, de toute façon. En réalisation. Ouais, mais son manque de nomination dans justement les cérémonies en ce moment me fait douter, même Oui. si c'est une vitrine, les Oscars, les Golden Globes, Oui, c'est c'est- jamais non plus un gage de qualité, mais c'est le genre de film qui normalement aurait dû y être, donc à suivre. Surtout qui peut plaire à l'Académie, pour le coup, c'est ce Bah genre de ouais, film mais- qu'on voit bien. Après, peut-être que justement, on peut prédire que ça va peut-être être trop du même niveau que The Father. Et du coup, bah, ça ferait redite de récompenser parce Peut-être. qu'en soi, il a une réalisation quand même très épurée. Ouais. C'est simple, ses plans. Tout se base sur le jeu d'acteur. Donc voilà, après, c'est très bien fait. Il n'y a pas de bémol. Mais du coup, peut-être que c'est ce qu'on peut prédire pour The Son, c'est qu'il y aura peut-être cette même réalisation épurée, un jeu d'acteur exceptionnel, mais pas de nouveauté. Donc, Et ça nous ira très bien. et ça nous ira très bien, mais totalement. Du coup, moi, alors, je parle par contre d'une plateforme, ce qui va me permettre de parler d'une plateforme. Un film que j'attends énormément, c'est Napoléon de Ridley Scott avec Joaquin Phoenix. Oui, forcément. Forcément. Alors, par contre, du coup, bon, voilà, j'attends énormément le film parce que j'adore Ridley Scott. J'aime beaucoup la période, j'aime beaucoup Joaquin Phoenix. Allez, c'est combo gagnant, j'ai envie de le voir. Par contre, bah, Apple TV+, voilà, quelle tristesse. Ça va être une grande année pour Apple TV+, parce que il y a Ridley Scott qui balance Napoléon là-dessus, qu'on aurait tellement aimé voir en salle. Moi, franchement, c'est une de mes plus grosses déceptions, c'est de ne pas Complètement. pouvoir ça. Surtout quand on voit les premières images, même des images de tournage, qui ont l'air quand même particulièrement épiques. C'est un retour ça- en- À partir du moment où on a eu le Pinocchio de Del Toro sur plateforme, maintenant je m'attends Ouais. à plus rien. Mais c'est triste parce que du coup Apple TV en plus voilà ça rafle Napoléon de Ridley Scott, ça rafle Killer of the Flower Moon de Scorsese. Quel hypocrite ce Scorsese qui balançait il y a 2 ans, 3 ans sur toutes les plateformes et puis il a balancé son Irishman sur Netflix et maintenant Killer of the Flower Moon de lui. Voilà, je suis déçu que ça sorte sur plateforme, mais j'ai tellement envie de le voir ce film. Il a l'air bien et ça a l'air d'être un petit retour en force. Enfin, il fait que ça, Ridley Scott. Il sort un film, c'est mauvais. Il sort un film, c'est très bon. Donc là, j'espère qu'il sera très bon et qu'il sera à la hauteur de ses plus belles pépites. dans le même registre, enfin non pas dans le même registre, avec le même acteur, je pense qu'on l'attend tous. Je sais que toi surtout, le Joker 2, Folia 2, après le succès immense, aussi bien critique que public, au niveau dans les prix, il avait eu le Lion d'Or, enfin voilà, c'était un succès vraiment, le plus grand succès de DC au moment de sa sortie, et je crois même que c'est toujours le cas. Oui. Voilà, c'était un film particulièrement incroyable que nous avait offert Joaquin Phoenix. On espère que ce sera le cas également pour ce 2, avec en plus ce nouveau personnage d'Harley Quinn, dont on n'a toujours pas de très bonne adaptation cinématographique, et ce qui est quand même dramatique pour un des meilleurs personnages de l'univers. Le dernier, The Suicide Squad peut-être un peu. Ouais, mais un film, voilà, un film centré sur elle. Ouais. Voilà. Et pas dans le. Comment dire, moi j'aime bien cette Harley Quinn qu'on a un peu même dans les jeux Batman Arkham, un peu plus profonde, qui est pas celle qu'on a avec James Gunn, même si elle est bien mais dans un autre registre. Quoi. Oui, non, mais je suis d'accord. Lady Gaga, je pense, aura cette profondeur de jeu que. Après, franchement, il promet parce que déjà, enfin, on l'attend quand même. Il a fait Joker qui a explosé un peu beaucoup de films de super-héros au moment où il est sorti. Du coup, on l'attend et même lui, il le disait, je veux bien faire une suite. Mais vous me laissez faire comme j'ai fait avec le Joker, c'est-à-dire sortir pas un film gros blockbuster, mais un film avec quand même une identité, quoi. Et là, comédie musicale, donc voilà, je pense... Peut-être la chose qui me fait un peu le plus peur, en fait, je me dis que ça dénote quand même pas mal du premier. J'ai peur que ça change tout l'univers avait créé un peu, enfin voilà, ce Gotham un peu glauque, un peu. Du premier, je pense. Ouais, sinon, ça aurait été trop. Je pense qu'il a fait le bon choix de partir sur un challenge vas-y, je fais une comédie musicale. Ce sera pas pareil que le premier, ce sera encore aussi bien voir. Si on gardait, on va dire, l'ambiance du premier, ça aurait été juste le même film avec Harley Quinn et ça aurait peut-être pas été intéressant. Puis ils auraient pu rajouter Batman et tout, enfin, tu vois... Et entendre sur un DC Comics, c'est normal. Voilà, c'est ça. Donc là, je pense que c'est une belle prise de risque qui, payante ou pas, on verra. Mais moi, j'adore
Enfin voilà, je l'attends aussi comme toi énormément. Du coup, vas-y. Et ben on continue. Bah écoute, avec Joker Folia 2, tu parlais de la suite du meilleur film DC des dernières années. Oui. Et ben je vais parler de la suite du meilleur film Marvel des dernières années. Non, Spider-Man c'est- Across the Spider-Verse. Clairement, oui. grosse attente là-dessus. Ça va, c'est cinéma d'animation, ça Voilà, marche, là. cinéma d'animation avec une animation moderne, on en a parlé dans les épisodes précédents, Ouais, comme l'a avec, fait Chapeauté aussi. C'est ça. Ces mélanges de 2D, 3D couches. On est sur un concept qu'avait amené le premier, que Chapeauté a réutilisé très bien, et bah maintenant à Spider-Man d'en faire encore quelque chose de plus grand. Et je pense qu'il va réussir. J'ai vu que le trio de réal changeait totalement. C'est plus du tout la même équipe, mais arrive dans cette équipe de réalisation le réalisateur de Saul, le Pixar qui est sorti. Ah oui, ok. Et donc je me dis, ok, Ouais. c'est prometteur. Il y a quelque chose qui va se passer. Puis Puis à la fois dans l'animation et à la fois sur les films de super-héros, il y a très peu de films qui ont effleuré le niveau de celui-ci sur les dernières années. Donc je pense que la voie est libre. Donc maintenant à ce film de faire quelque chose de très bien et voire peut-être de mieux. Je sais pas si ce sera possible, mais déjà rester au même niveau, ce serait rester au même niveau, voilà, c'est très ça bien. serait très bien. Grand bien de face. Moi, je vais parler du prochain Wes Anderson, qui est Asteroid City. Bon voilà, ceux qui me connaissent savent déjà que j'adore Wes Anderson. Je suis un grand défenseur de ses films, même s'ils sont... Même de French Dispatch. Tout, ouais, même. D'accord. Ouais, je suis très très fan et je pourrais défendre corps et âme chacun de ses films, malgré les défauts. Et du coup, j'attends énormément Asteroid City parce qu'il y a un Tom Hanks qui s'incruste dans le casting habituel de Anderson. Et puis bon, ça me fait pas... Ça me permet de parler de ses nombreuses nominations au Radio Award. Donc voilà, je me dis, je serais très curieux de voir un Tom Hanks dans un Wes Anderson, de savoir comment il va être dirigé, comment il va être amené. Et puis bon, bah voilà, c'est Wes Anderson, donc forcément. Ouais, je suis d'accord avec toi, ça fait partie de ces réalisateurs qui sont très aimés des cinéphiles, mais assez populaires pour être appréciés aussi du grand public, sans faire des films trop complexes. J'avoue que j'ai mis un peu plus de réserve sur French Dispatch, mais peut-être que là, on est sur un... Moi, je pense que Asteroid City, ce sera, on va dire, au niveau de la lecture du film et de la réalisation, on sera aux alentours d'un The Grand Budapest Hotel, d'un Moonrise Kingdom, tu vois, où c'est lisible. Je pense que ce sera ce même genre de film qu'il essaye de faire là. Donc voilà. Mais moi, je vais partir à l'opposé d'un film qui m'a l'air totalement barré. Et alors, ça peut être un gros nanar, quelque chose de totalement nul, ou alors quelque chose d'absolument génial. Je parle de Cocaine Beer. Non, je pas ça. Moi non plus. Je sais pas si ça a l'air très bien Cocaine Beer. Je connais pas le speech de base, c'est un ours qui est retrouvé après avoir fait une overdose de cocaïne. C'est vrai. Et puis il tue des gens, enfin pas ouais, que, mais ça a l'air d'être complètement je suis d'accord. C'est vrai. Ouais, je sais pas. C'est ça a l'air n'importe quoi, mais la ça donne proposition la plus loufoque de l'année presque, en tout cas. Enfin, le speech de base me régale. Ça a l'air d'être quelque chose de totalement fun, marrant, décalé. Voilà, quand on voit les films dont on parle qui sont plus ou moins sérieux, mais voilà, là on part sur quelque chose de la déconne. Voilà, exactement. Je pense que c'est le genre de séance à y aller entre potes pour se taper un bon délire. J'espère que ce sera aussi bien que ce que ça a l'air, en tout cas au niveau du speech du film. Donc il y aura plus qu'à voir ça. Eh ben, écoute, moi ça va être un dernier de ma liste de ce fait-là. De tout ce que j'ai dit tout à l'heure, les 3 films que j'ai dit pour l'instant dont j'ai parlé, c'est 3 films auxquels je suis quasiment sûr de la qualité du film. Ce qui n'est pas le cas de celui-là, mais j'y crois énormément. C'est Indiana Jones et le Cadran de la Destinée. Je te rejoins complètement. Et bah voilà. Mais j'y crois vraiment. Déjà parce que James Mangold, on parlait de Logan tout à l'heure, voilà. Il a fait Logan et que Logan s'est réussi, et même avant Une vie volée c'était réussi, Walk the Line c'est réussi. Il y a eu quelques trucs un peu moins bien, le deuxième Wolverine que j'avais moins aimé, mais bon, peu importe. Je pense que le réal peut être fait pour ça. Et je pense que Spielberg ne l'a pas laissé non plus sans rien. Non. Il a, voilà. Moi, je suis d'accord avec toi, surtout après le 4 qui, pour moi, est le plus mauvais de la saga. Mais lui, je trouve, il y a un retour en force. Puis bon, il y a Mads Mikkelsen, Mikkelsen. en méchant exceptionnel. Donc alors, voilà. Ouais, attention, parce que Mads Mikkelsen en méchant, c'est rarement une réussite. Casino Royale. Alors oui, ouais.
en méchant dans des films américains, c'est D'accord. vraiment une réussite. Animaux fantastiques, Oui. Non, mais oui, Doctor oui. Strange, Oui, non, mais bien sûr. De compliqué. toute façon, Matt Mikkelsen, c'est soit un professeur, soit un méchant de cinéma. C'est vrai. Ouais. Donc, Oui, non, mais c'est vrai. Mais bon, en tout cas, moi, je te rejoins complètement. J'adore la saga, j'accroche énormément. Puis- Et il me fait pas tant peur que ça de l'échec. J'ai l'impression qu'ils ont vraiment dit on a merdé pour le 4, on va faire un truc bien Ouais, pour le 5. J'espère. Parce que c'est le dernier. Par contre, là, c'est le dernier film d'Harrison Ford, je crois. Parce que... Bah ouais. bah, disons qu'après, ça va être compliqué, quoi. Ouais. Peut-être qu'il aura une carrière à la Anthony Hopkins, peut-être. Anthony Hopkins Ou Clint ou Eastwood. Clint Eastwood, voilà, je pensais. Clint Eastwood. Mais bon, effectivement, on arrive vers la Oui. fin quand même. 80 ans. Et ouais, ça... Un film d'action à 80 ans en mode aventurier. Moi j'attends, honnêtement, ça, Et puis- ça vend du rêve. Mais tu vois peut-être le que- côté qu'ils aient fait, ils ont dit qu'ils l'avaient rajeuni un peu sur certains Ouais. plans. Et bah même ça, c'est pas une mauvaise Ouais. idée. Ouais. Ça me choque pas du tout. Bah aujourd'hui on fait tellement de choses, enfin je veux dire quand on voit les Star Wars où on invente carrément des personnages, je me dis que bon Oui. rajeunir des acteurs, Ça va, c'est bon. ouais voilà, ça fait plus peur quoi. Non. Et puis dedans, moi, dans la bande-annonce, ils ressortent je crois dans les films, le personnage s'appelle Salah, qui vient de la dernière croisade et même de l'Arche de Triomphe. Ah ouais. Oui, je crois l'avoir aperçu. L'acteur qui jouait à l'époque, Ok, ouais, ok. c'est Salah, je crois, celui qui l'a accompagné justement dans les, je sais plus le nom des pays, mais pays d'Orient ok. quoi. Ouais. Donc voilà, c'est du fan service. Ils l'ont ressorti et tout, mais je trouve ça cool. Parce qu'à chaque fois, ils essayaient de reprendre un acteur de la saga avant, Ouais. donc c'est cool. Est-ce que vous aviez d'autres attentes? Non, Ça, moi, c'est bon, c'est fini. Non, ça je peux en parler, ça je m'en fous. Bah, Et- je vais rajouter 2-3 films si Bah, même vas-y. très brièvement. Ah t'as encore J'en ai un juste parce que Ah bah, vas-y, j'ai adoré la première partie Ouais. qui était Dune. Oui. ok. J'attends énormément la deuxième partie. Franchement, en fait, moi j'ai découvert Dune avec le film de Villeneuve Ouais. parce que je sais que celui de Lynch est très mauvais. Touche pas à Lynch. Pardon, mais- Disons qu'il est très difficile d'accès. Voilà, ouais. Je dirais. Mais du coup, en tout cas, Villeneuve, je trouve, enfin, je sais que toi, c'est Ouais, moins t'es ton désaccord, délire, ouais. mais Ah, t'avais pas- J'aime pas Dune. mais moi j'ai adoré. Franchement, j'avais la même sensation que de voir pour la première fois un Star Wars en fait. J'étais en mode waouh, mais c'est génial et tout. Et du coup, j'attends énormément cette deuxième volée parce que du coup, je n'ai pas voulu me spoiler Dune après celui de Villeneuve. D'accord. Je me suis dit, je vais garder les autres trucs de Dune qui racontent tout pour après, mais j'ai Ouais. envie de faire la saga avec ouais. Villeneuve. C'est une bonne idée. Donc du coup voilà, j'attends énormément, non seulement pour savoir la suite, mais Ouais. aussi pour voir le film de Villeneuve. Ouais, je suis- D'ailleurs, a-t-elle plus de 2 minutes à l'écran? Suspense. Suspense. Non, je suis assez d'accord avec toi. Je trouve que Dune 1, en plus, avait réussi à conquérir un public et à le convertir, c'est un grand mot, mais voilà, à l'habituer à des films avec des rythmes plus lents, à des souvent aujourd'hui, bon avec les Marvel, tout ça, on a l'habitude de blockbusters avec voilà un rythme assez soutenu. Là, pour pas la première fois, mais voilà, on a rarement l'occasion d'avoir des films à très gros budget avec des gros effets spéciaux, avec un rythme voilà quand même qui est très assez lent. Ça dénotait pas mal, mais ça avait quand même pas mal plu. Alors ça avait quand même divisé aussi. Oui. Forcément, on peut pas convaincre tout le monde avec un film comme Dune. Mais je suis assez content de l'effet que ça avait eu sur les spectateurs au moment de sa sortie. J'espère que ça va continuer aussi avec le 2. Et j'espère qu'il y aura une aussi bonne musique dans le 2 parce que je sais Oui. que la musique du premier était excellente et je me la suis bouffée pas mal de fois après l'album, donc voilà. Moi, je vais parler aussi. Bon, alors, je vais passer très rapidement sur un des films les plus attendus de l'année en général, qui est Oppenheimer. Franchement, bon, on n'a pas beaucoup d'images du film, on sait le thème général. Comme beaucoup, j'attends énormément ce film. On est sur Nolan, qui est peut-être le réalisateur le plus populaire en ce moment, en tout cas chez beaucoup de gens du public, enfin que ce soit le public initié ou non. Après, on est comme sur un après Tenet, quoi, donc. Mais je pense que même Tenet, enfin je veux dire, il a bon, je suis d'accord avec vous. Moi, j'ai moins aimé. Mais on reste sur un réalisateur qui n'a pas vraiment de gros points noirs dans sa filmographie. Là, quand on voit le casting en plus, franchement, voilà, c'est quand même très alléchant. Pour moi, ça ne sera pas un échec.
je vois pas comment, avec la recette Nolan, ça peut l'être. Ça peut être un film qui peut être un peu en dessous, mais quoi qu'il arrive, ce sera une réussite. Moi, je trouve dans sa filmo, il est très prometteur en tout cas. Oui, c'est sûr. Il va rejoindre, je pense, un stade de Dunkerque ou un truc ou un film dans ce genre-là, quoi. Donc, ouais, je suis d'accord avec toi. Vous avez... je vais juste passer très vite dessus parce qu'il est déjà sorti en salle, mais en 2022, c'était aussi une grosse attente pour moi. C'était les Banshees d'Inisherin. Oui. Et pas manqué, j'avais raison en 2022. C'est que du coup, il rafle beaucoup de nominations, que ce soit aux Oscars, que ce soit aux Golden Globe, puisqu'il, le Colin Farrell, il a eu son Golden Globe 2023, qui est mérité. Donc, moi, j'ai adoré le film. Allez le voir, il est encore disponible dans certaines salles. Il n'a pas subi une grosse communication autour de lui. Bouche-oreille et tout, c'est assez limité, je trouve. Ouais. Du coup, voilà, j'en profite pour en parler. C'était une de mes attentes, je l'ai vu. Et je confirme, il est très très bien. Moi, j'adore le réalisateur. Il a fait Bon baiser de Bruges, etc. Des films que j'adore. Et voilà, il réunit son duo d'acteurs fétiches qui est Colin Farrell et Brendan Gleeson. Ouais. Gleeson, je crois. Ouais. Et le duo est parfait, il marche très bien. C'est un peu une belle leçon de jeu d'acteur entre les deux. Et même, je suis désolé, je me souviens plus du nom de la sœur qui joue Colin Farrell, mais elle est exceptionnelle dans ce film. Et c'est un de ses premiers rôles. Okay. Avant de passer du coup au film qui nous laisse un peu plus perplexes, je vais citer 2-3 films que j'attends aussi, mais bon, sur lesquels je vais pas m'attarder. Le premier, c'est John Wick 4. Pour moi, John Wick aujourd'hui, c'est une des meilleures sagas d'action qui peut exister. Même si j'étais un peu plus sceptique sur le 3, j'espère de ce cadre qu'ils reprennent un peu ce qui faisait le succès du 1 et du 2. Voilà, donc ça c'était John Wick 4. Attends, juste, c'est dans celui-là que le pitch, c'est pas son chien, il meurt, il veut le venger Non, je sais pas, ça c'est le 1. Ah, c'est le 1 J'ai pas regardé. Je les ai pas vus, les John Wick, en fait. Dans le 1, en gros, il se fait voler sa voiture et... Je me souviens pas s'il se fait. Je crois qu'il se fait juste. J'ai juste entendu parler de ça. Non, si, il se fait buter son chien. Si, ah, d'accord. Ouais, donc ça, c'est le 1. Je suis à la remise. Ah non, mais en fait, John Wick, c'est des films. C'est pareil, comme on disait un peu pour Terrifier 2, mais dans le genre action. C'est-à-dire, c'est des films. Bon, le prétexte, mais c'est très bien réalisé, c'est très bien mis en scène. Okay, ouais. Mais bon, voilà, je passe un peu dessus. Et le deuxième, c'est le film Barbie qui va sortir avec en tête d'affiche Margot Robbie et Ryan Gosling. J'ai compris que visiblement, la réalisatrice va se servir du symbole de Barbie pour critiquer toute cette part un peu, le féminisme et le rôle de la femme, un petit peu, tout ce qu'on pourrait attendre d'une Barbie aujourd'hui. On sait déjà qu'il y a... Alors, avant même le... discours avec un film Barbie, en fait. Le film, je l'attends pas, mais après, je suis très curieux. Je suis vraiment très curieux. Bah, j'ai peur à ce qui marche pas ou tout ce qui est dit autour... Que le discours passe pas. Qu'en fait, ça passe pas juste tout court le film. C'est plus ça. Moi, clairement, c'est une de mes... attentes mauvaises, enfin je sais pas comment dire. Des attentes peut-être. Des attentes. Non mais enfin bon. Une de mes peurs quoi, vraiment. C'est ça. Je me dis que c'est un sacré risque parce qu'en plus avec le casting, le casting pour moi c'est 5 étoiles. Je trouve que Margot Robbie colle particulièrement bien au rôle de Barbie. Ryan Gosling en Ken, franchement ça me choque pas plus que ça. Tu joues bien, donc je suis curieux aussi de ça. Ouais. Et je me dis de servir de ces deux têtes d'affiche pour servir un propos qui sur le papier est quand même assez qui me tente bien. Ça peut être quelque chose qui est d'assez désastreux, mais je me dis que le jeu en vaut la chandelle et on peut avoir un film qui serait particulièrement marquant. Donc, la réalisatrice me fait peur, sachant qu'en plus elle est en train d'écrire le prochain live action de Disney. Enfin non, mais si, live action, ce sera le Blanche-Neige. On fait tous des erreurs. Non mais oui, c'est sûr, mais bon, du coup, moi ça me fait un peu peur quand même. Mais bon. On verra bien, ça sort en juin. Oui, si je ne me trompe pas. Ça sort pour l'été. Presque en même temps que Oppenheimer en plus. Ce qui n'est pas du tout le... Donc on aura 2 gros films à parler. C'est pas mal. Oui, c'est pas mal. Est-ce qu'il y a d'autres films sur lesquels vous êtes un peu sceptique non. Ah, sceptique. Oui. Vous avez quoi 3 heures devant vous.
Non, vas-y, Florent. On est à la moitié du podcast. Non, bah, j'ai mis en fait des films que c'est plus des films qui me saoulent en fait. Genre Fast and Furious 114, Oui. non Fast and Furious 10. Ouais. Arrêtez, quoi. Pourquoi stop quoi, c'est surtout ça, c'est que je sais même pas que j'attends pas parce que j'attends rien. C'est pour l'argent. Ouais. En plus, En plus, c'est français qui arrive à la réalisation, Louis Mais oui. Leterrier. Donc Louis Leterrier, bah, c'est Transporteur, c'est Choc des Titans, c'est Insaisissable, Choc des Titans, c'était très bien. Non, je déconne. Loin du périph'. Bon voilà Oui, le quoi. Choc des Je suis en fait, Non, je rigole. c'est pas une J'ai désattente, c'est saoulé en fait. Voilà, saoulé. Et en plus, ce qui est marrant, c'est qu'ils y perdent en plus leur communauté de fans qui aiment de moins en moins. Ouais, mais en fait, la recette, plus c'est gros, plus Mais ça oui. passe, bah ça Arrêtez. passe pas justement. C'est là, comme Jared quoi, Leto. Le Arrête, 9 c'était dans ouais. l'espace, un truc comme ça. Le Ouais. 10 c'est quoi Je veux dire, non, stop. Comme Jared Leto, on l'a dit la dernière fois, arrêtez de le prendre en C'est film. vrai. Bah là, on va dire pareil pour Fast and Furious, arrêtez vrai. de faire des films Fast and Furious. Et alors moi, je vais parler tout de suite du film qui me fait le plus peur en 2023. C'est The Way of the Wind de Terrence Malick, Ah. qui parle de la vie de Jésus-Christ. C'est un sujet sensible que je pense qu'il n'y a pas eu de bon film là-dessus. Enfin, Oh, le C'est film de vrai Mel Gibson Ouais, La était Passion quand du même Christ, j'aime bien, moi. pas mal. Hein. ouais, mais je sais pas, en soi, c'est... Je sais pas, enfin moi j'aime pas, c'est juste j'aime pas les films sur Ouais, Jésus-Christ. bah, voilà. Voilà, c'est tout. Je vais me prendre des religieux à dos, mais c'est pas grave. Ne vous inquiétez pas, j'ai été baptisé. Mais Si, voilà. le film des Monty Python était pas mal. Oui, voilà. Ah oui, ah oui, ah, ça je suis d'accord. Voilà, oui, d'accord. Life of Brian, c'est ça? La vie de Brian. Oui, ouais. mais il est bien, mais pour une autre raison. Oui, c'est Mais, ça. non, mais moi, il me fait peur. Terrence Malick aux commandes de ça. Bon, voilà, c'est peut-être le film. Après, je dis pas que ça va être un mauvais film. Hein. Je dis juste c'est un film qui me fait Ouais, peur. je comprends. tu Après, vois. est-ce que Malik c'est déjà raté? Pour moi, non. J'ai jamais vu Bah, un justement, mauvais Terrence Malick. moi, c'est donc pour que ça- ça soit pas c'est le pour premier. ça. Une première fois à tout, donc. Ouais, c'est pour ça que ça me fait peur dans sa filmo. vrai. Pourquoi, Ouais, pourquoi je Terrence, tu t'attaques à ça. Donc, bon, on verra bien. Moi, le premier film, voilà, qui me déjà bon, je pense que je n'irai pas voir, c'est le prochain Scream. Oh. Cet homme parle vrai. Non, vrai. enfin voilà, on sent que les idées commencent un peu à manquer. Et Ça pour fait un cause, moment déjà. c'est le énième Scream. Déjà que le dernier, voilà, Ah bon, était on déjà avait dans bien son flop, parlé de 2022. Je pense que très probablement ce prochain Scream. On peut leur donner le même conseil que Fast and Furious. Ouais, Arrêtez de c'est faire vrai. des Ouais, screams. voilà. Mais là, il va à New York. Ah, pardon. Ouais, voilà, Ça a ça se tellement joue avec d'intérêt. sur tous les Screams, enfin sur tous les Ouais, précédents. non. Voilà, les films qui font référence à eux-mêmes, ça va bien 5 minutes. Maintenant, ça y est, on peut en sortir. Passer à autre chose. Retourner sur les monstres d'Universal. On attend tellement des bons films avec ça. Oui. Donc, Oui. Mais pas les derniers avec Tom Cruise. Non. Non, des bons films parfois. S'il vous plaît. De base, j'avais dit que j'allais pas mettre de film Marvel. Parce que Shame. dans tous les cas, j'en attends rien. Enfin, il Et dit au- ça, il a mis dans ses tops d'attente. un Oui, mais film on Marvel. disait Mais c'est animation, un film ça d'animation. peut passer. Allez, vas-y. Non, mais je sais pas, j'ai mis Ant-Man et la guêpe, là, Quantumania, je sais pas quoi, là. Ouais. En fait, au début, j'étais même pas intéressé par le film et j'ai commencé par voir les visuels. Oh, pardon. Et j'avais l'impression d'avoir déjà vu ça quelque part. Et j'ai réfléchi en mode, mais attends, cette image me parle. Et oui, c'est Spy Kid 3. Voilà. Et quand tu compares, c'est vraiment Merde. ça. Les costumes, les décors, les fonds verts, tout me fait penser à Space Kid 3. En pire, c'est ça en fait le truc, c'est que c'est en pire. Comment on peut faire pire que Space Kid 3 Ouais. Mais ouais. en 2023 quoi. Bah, y a pas Stallone déjà. Donc... non, mais en fait, c'est un ras-le-bol quoi. C'est un ras-le-bol parce que j'ai eu une période fan de Marvel. Je peux pas dire on a tous Oui, aimé Marvel à un complètement. moment et je me dis qu'on a quand même eu des bonnes choses à notre époque et que là bah, les pauvres gosses quoi. Quand Ouais. le seul film Marvel que tu as à disposition ça va être Ant-Man et la guêpe et ben bon Est-ce qu'on courage, commence quoi. à être des boomers ou est-ce qu'on a raison? Peut-être. Ouais. Enfin, moi j'ai arrêté après Endgame donc je suis un boomer depuis longtemps sur Marvel alors. Ouais, je sais pas si on commence à être des boomers mais C'est un ras-le-bol. je Un pense que c'est ras-le-bol. un ras-le-bol. C'est bon. Et puis qu'à un moment, même visuellement, faut faire quelque chose. Oui, Quoi. Faut... Changer de moteur graphique. Et quoi. maintenant, mais Bah clairement, déjà, arrêtez de laisser un mois vos équipes Ouais. d'effets spéciaux pour S'il vous tout plaît, faire. ouais, Parce c'est que ça, parce Donnez-leur que 6 les- mois. et les- puis ouais, ils feront voilà, un truc bien, quoi. s'il vous plaît, déjà pour leur santé mentale. Ouais. Carrément. Là, j'ai l'impression que tout est fait chez Marvel avec des liftings visuels. C'est vraiment, Ouais. on enlève tous les défauts, tous les grains et c'est lisse et Ouais. c'est moche. Et... Changer de politique, changer Voilà, de changer de pour le tout. film.
Moi, je vais parler, pareil, en fait, je te rejoins toi dans les films ça me saoule, qui sortent des films comme ça, et c'est un film que je n'irai pas voir. C'est Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs. Alors, c'est fait par des réalisateurs oubliables qui ont fait des films oubliables. Qui feront un film oubliable. Et qui vont faire un film oubliable. Et en fait, ils n'ont pas compris la leçon ils en avaient sorti en début année 2000, un Donjon et Dragons, enfin, 2 ou 3 Donjons Dragons déjà. Qui n'ont pas marché non plus, ont fait un gros flop. Et puis bon, moi ça me saoule cette idée grâce à la série que tu citais. Stranger Things. Merci. Ah bah oui. Qui a ressorti Donjon. Ah oui, c'est bien le jeu de rôle. Arrêtez, c'est bien depuis un moment. Mais ne le mettez pas forcément. Ça a toujours été bien, c'est juste que. Mais ne le remettez pas forcément au goût du jour dans des films juste pour faire du fric. Là, franchement, arrêtez quoi. Le casting est mauvais, le réalisateur mauvais. Enfin bon, je n'irai pas le voir, c'est tout. On verra. Et je le mettrai exprès sur la liste à voir. Bon, j'allais citer Aquaman. Je l'aborde juste. Allez, voilà. Aucune justification. C'est bon. Non, dans les films là en sous-titres. Dans les films qui me font plus peur, c'est Wonka avec Timothée Chalamet. Pour moi, je ne vois pas l'utilité d'une nouvelle adaptation. Elle date, la dernière quand même. Elle date, mais c'est super, d'accord. Non, en vrai, c'est juste parce que en tant que grand fan de Tim Burton, j'aime énormément le Wonka qu'il a créé avec Johnny Depp. Pour moi, c'est toujours aussi efficace. Enfin, je vois le film une fois tous les ans à peu près, et il est indémodable. Il est toujours aussi bien, et je vois pas l'intérêt de réintégrer un nouveau Wonka. Ça me choque pas. Ça me fait Chalamet en plus de piquer la fille de Johnny Depp, il pique ses rôles quoi. Oui, Vraiment, c'est vrai. c'est génial. C'est vrai. Mais non, franchement, moi j'ai très envie de le voir pour Timothée Chalamet. En Chalamet. fait, j'ai envie de le voir, mais j'aime beaucoup les choix que prend Timothée Chalamet dans sa carrière. Oui. Il a choisi. J'ai peur de l'aimer un peu moins avec ce film. Ouais, alors même si le film sera bien, tu vois, je sais pas. Il a l'air quand même pas horrible. C'est juste que ça me fait peur. Voilà. Moi, ce qui me fait peur, c'est que Timothée Chalamet, c'est un acteur qui, je trouve, au niveau du faciès, n'a pas beaucoup d'expression. Je trouve assez monotone, et passer après Johnny Depp dans ce rôle. Oui. Et surtout que je trouve très jeune quand même pour le rôle. Mais il a un visage assez juvénile. Donc mais c'est le pitch du film. Wonka, ça revient sur la jeunesse de Willy Wonka. Ouais, mais justement, le voir enfin, je veux dire, je retrouve moins ce côté enfantin dans celui de Tim Burton. Et justement, je trouve que ça fait un décalage qui fonctionne, quoi. Donc là, mais c'est sûr. Après, si tu compares à Tim Burton, après il est sorti quoi dans les années 2000, en 2020, il y a eu 5, non Charlie, quand donc même. Bon, ça va bientôt faire 20 ans. Ouais, non, il a presque 20 ans. Je suis pas contre l'idée d'un petit renouveau. renouveau. Moi, ça me choque pas. Je serais ravi de le voir. Après, bon, mauvais, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Ma dernière non-attente, c'est bon, je vais pas dire absolument, je vais dire presque tous les films de la sélection de l'Alpe d'Huez 2023. Ah d'accord. Donc allez, à l'appel, j'en sors quelques-uns. Alibi.com 2, BDE de Michael Youn, 10 jours encore sans maman avec Franck Dubosc, 38 degrés 5 qui est des Orfèvres, À nos âges avec Thierry Lhermitte, voilà, toute la clique des comédies françaises. C'est bon. Voilà, je pense que l'Alpe d'Huez c'est vraiment le thermomètre de à quoi va ressembler le mauvais cinéma français de l'année. Donc voilà. Mais ce qui est bien, ils font déjà notre top. Notre flop de 2023. Que le petit logo sur l'affiche a un warning en fait, c'est n'y allez pas, n'y allez pas. C'est un gros red flag en fait. Complètement, je suis d'accord. Bon, y a rien à dire sur ce film. Bah moi c'est pareil, le film que je vais dire c'est plus pour troller l'acteur principal parce que c'est le pire voisin du monde de Mark Forster qui a pas fait des bons films non plus, et l'acteur principal c'est Tom Hanks dans une comédie américaine potache. Là je ne comprends pas le tournant de la carrière de Tom Hanks, à part avec le Wes Anderson, c'est bon on se calme. Mais bon il a eu toutes les nominations dans les Radio Awards. J'avoue que le Radio Award dans le pire duo Tom Hanks et son latex dans Elvis, elle fait vraiment mal celle-ci. Ils n'ont pas été tendres avec lui, mais là par contre c'est un peu mérité pour le pire voisin du monde. Qu'est-ce que Tom Hanks tu viens foutre là-dedans quoi. Ça a l'air mauvais comme film et t'es pas un acteur mauvais normalement. Après peut-être qu'il a envie de faire des trucs moins prises de tête maintenant, mais je sais pas. Enfin bon voilà, c'était juste pour troller un peu Tom Hanks. Non mais t'as bien raison. Bah du coup moi le dernier film peut-être celui qui me fait le plus peur, c'est 65 La Terre d'avant
le prochain blockbuster avec Je sais pas. Adam Driver. Alors ouais, ouais. je vois très Ah, si. je vois très peu de com dessus. J'ai très peur que ça ressemble à un After Earth C'est- qu'on c'est- avait eu oui, avec. oui. Alors le speech de ce que j'ai vu, c'est Adam Driver qui se retrouve sur la planète Terre dans le futur, mais il y a des dinosaures. Ouais. Ok. Enfin, dans le futur, Ah, mais il y a je une vois. boucle dans le Ouais, passé. enfin, ça a l'air Ouais, je vois la un vie. peu chelou. Ouais, ok. Donc Oui, je vois le film, ouais. Adam Aussi, Driver ouais. fait partie. C'est même peut-être l'acteur que j'aime le plus en ce moment. Oui. Je suis absolument fan de la quasi entièreté de ses rôles. Même là, dans le dernier film White Nose qui est sorti Ouais, sur Netflix, j'ai pas aimé, je ouais. le trouve vraiment bon. Ouais, Je l'ai trouvé bon dans House of Gucci, dans Marriage Story, dans Annette. Annette, qui fait partie de mes films préférés. Moi aussi. Pas Florent. Non, pas moi. Non, enfin bref. Ah oui. Adam Driver, je Oui. trouve que c'est quelqu'un qui a un charisme phénoménal et j'ai peur. Voilà, en fait, voilà, ma pure peur, ce serait que ça ressemble à un After Earth. Je n'ai pas envie de Ce voir qui ça. Très possible quand même. Bah, ce qui est possible, surtout que, enfin voilà, on est dans des films. Ça ressemble un peu, Voilà, quoi. voilà, ça ressemble un peu. Ça fait peur là-dessus. Le voir dans une science-fiction, voilà, qui a l'air un peu. Bon, Ouais. bref, on sait pas, hein, ça tombe, On sait ce pas, sera à voir, un ouais. succès, même peut-être succès relatif, mais Mais je suis d'accord voilà, avec toi, ça fait très franchement, peur. ça fait du bien de voir la nouvelle génération, parce qu'enfin, on est des enfants des années 2000, fin 90-2000, quoi. 2000 et on a grandi avec les films de 90 où on voyait du Tom Hanks, enfin Ouais. Harrison Ford, Ouais. enfin toute cette génération d'acteurs, et de voir des nouveaux avec Adam Driver, enfin nouveau, ça fait longtemps qu'il fait du cinéma quand même, mais ça fait du bien parce qu'il joue bien, même Timothée Chalamet, en vrai il est très prometteur dans la carrière quand il aura C'est l'âge, ça, enfin c'est tu ça. vois. Ce qui est important, c'est pas spécialement la prestation elle-même, mais c'est l'enchaînement de bonnes prestations. Ouais, c'est ça. C'est rare en fait, et là ça fait du bien. Complètement, ouais. Là, ce qui est bien, c'est qu'on est sur des acteurs voilà, qui n'ont pas une performance particulièrement. Enfin, qui ont des performances remarquables, mais pas une, et après c'est fini. Quoi. Ils sont assez réguliers, et la plupart du temps, ils choisissent bien leurs films. J'espère que ce sera encore une fois le cas chez Carrément. Adam Driver ici. Il n'y a plus qu'à voir des Eh films oui, dans cette ouais. année Vous 2023. voyez des films en 2020, mais pas que des films de 2023. Non, Il y a bien des sûr. très bons Blu-ray de plein d'autres films du monde entier de C'est l'histoire vrai, du cinéma. c'est vrai. Voilà, je reparle des supports, mais c'est important. Des très belles éditions qui sortent d'ailleurs. En ce moment même. Ouais. Eh oui. Et oui, il y a eu une très belle édition de Metropolis récemment. Oui. Si on peut parler un peu de support, bah voilà, Metropolis a sorti une très très belle version en décembre 2022. Et bah voilà, si vous connaissez pas Metropolis, très vieux film hein, par contre. Mais voilà, ça vaut le coup. C'est donc la fin de ce troisième épisode, premier épisode consacré au film de 2023. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous invite à me partager votre avis en commentaire. Même si vous avez des remarques, peu importe. Je prendrai le temps de vous répondre, évidemment. Je vous remercie encore une fois, Louis et merci. Florent, de C'est un m'accompagner plaisir. dans ce nouvel épisode. Je préviens d'avance, il n'y aura pas d'épisode consacré au film de mars, donc il n'y aura pas d'épisode qui sortiront début avril. Malheureusement, même si c'est un des mois les plus chargés, Oui. j'ai des empêchements qui font que malheureusement on ne pourra pas tourner d'épisode. On pourra en parler. On en reparlera de toute façon dans l'édition qui sortira fin avril, début mai. On refera un récap dans tous les cas. Sinon, on se donne quand même rendez-vous le mois prochain pour carrément, parler des totalement. films. Et il y aura à dire avec ces quelques sorties qu'il y a pendant le mois de février. Petite alerte Astérix là, juste ici. Ouais. Voilà, il clignote. Je remercie l'association Gaïa de nous prêter ces magnifiques locaux. Quel accueil. accueil. Donc on se trouve ici à la Maison Gaïa, située à Saint-Gobain dans l'Aisne. Ils organisent des soirées, c'est en fait un bar associatif. Et quelquefois il y a des événements spéciaux, il y a des concerts qui sont organisés. Si vous êtes intéressé par la musique, le rock et même autre chose, ou si juste vous voulez boire un coup La dans un carte endroit des sympa. vins est incroyable. Voilà. Totalement. Et même des bières. Et vous voyez pas, mais derrière la caméra, il y a la petite scène qui est très sympathique aussi. Salut à tous, rendez-vous le mois prochain.